Bienvenue dans cette 4e rencontre organisée par la Fondation Gabriel Péri dans le cadre du cycle Capitalisme vers un nouveau paradigme, point d'interrogation, dont vous pourrez retrouver les enregistrements sur le site de la Fondation. Aujourd'hui, nous allons la rencontre d'aujourd'hui est plus particulièrement dédiée au capitalisme et aux nouvelles technologies. Et donc, je vais commencer par enfoncer un peu des portes ouvertes, mais pour introduire ce sujet. Mais dans notre vie quotidienne, les nouvelles technologies façonnent notre rapport au monde, ça n'aura échappé à personne, notre rapport aux autres, notre rapport à l'information, mais aussi façonnent l'organisation du travail, le travail en lui-même, le partage des connaissances ou encore notre rapport au débat démocratique. Bien entendu, ces nouvelles technologies jouent un rôle fondamental dans les mécanismes de mondialisation ou dans l'apparition de nouveaux champs d'action pour les capitalistes comme l'économie de l'attention, ceci pour ne citer qu'une partie de la partie émergée de l'iceberg. Mais au-delà de la sphère individuelle, les nouvelles technologies sont aussi au cœur de mouvements profonds et dans un contexte de baisse tendancielle du taux de profit, le capitalisme s'en est saisi comme d'une nouvelle source et d'un nouveau vecteur non seulement de profit mais aussi de pouvoir. Alors, comment ces nouvelles technologies se caractérisent-elles? Dans quel contexte sont-elles apparues et comment ont-elles permis cette prise de pouvoir silencieuse? Avec quels impacts économiques, financiers, sociaux, sociétaux? Qu'est-ce que la crise actuelle nous apprend? Et question majeure, quels sont les enjeux pour nous? Comment pourrait-on aussi s'en servir pour dessiner un monde nouveau, c'est-à-dire un monde meilleur pour les peuples du monde? Donc, nous vous proposons de structurer cette conférence en 2 temps. Ce soir, d'abord une exposition liminaire du sujet sous forme d'une introduction à 2 voix par nos 2 intervenants, Robert Boyer et Frédéric Bocara. Et j'en profite pour vous remercier tous deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et cette introduction sera ensuite suivie d'un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de l'introduction qui va être donnée. Vous avez un petit bouton pour cela en bas de l'interface Zoom qui doit s'intituler Q&A, donc Q&A, questions-réponses. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et puis on y répondra au terme de l'introduction qui va être donnée. Alors, je vais vous présenter nos 2 intervenants. Donc ce soir, nous avons le plaisir donc de recevoir Robert Boyer. Robert Boyer, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Nous essaierons de faire la chasse aux sigles ce soir. Chercheur associé, vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques. Vous êtes auteur de nombreuses publications ouvrages depuis la théorie de la régulation. Vous avez publié en 1986, si je ne me trompe pas, jusqu'au capitalisme à l'épreuve de la pandémie en 2020. Donc Frédéric Bocara, vous êtes économiste, membre du Conseil national du Parti communiste français, du Conseil d'administration des économistes atterrés. Vous avez écrit une thèse sur firmes multinationales et balance des paiements françaises dans la globalisation financière et la révolution technologique informationnelle. Et être l'auteur de nombreuses publications, dont PME, TPE, le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité, ou bien encore sur l'économie et l'écologie en 2010. Alors, je voudrais dire bonsoir à tous les deux. Peut-être, donc pour commencer, Robert Boyer, dans un premier temps, pourriez-vous nous rappeler la succession des mouvements qui a permis la montée des grands acteurs ayant basé leur activité autour du numérique, en particulier les GAFAM sans forcément s'y limiter, afin de nous permettre de comprendre un processus qui a sans doute échappé au processus politique et qui a abouti par exemple, mais sans s'y limiter encore une fois, à la censure, par exemple, de Trump par Twitter. Comment cette prise de pouvoir silencieuse se concrétise aujourd'hui et quelle porte de sortie nous pourrions entrevoir. Et donc, je vous laisse donc la parole pour cette première partie. Je voulais vous remercier pour cette invitation.
Il y a au moins 3 ou 4 ans que j'ai travaillé sur ce thème et c'est un plaisir d'échanger aujourd'hui avec Frédéric. Alors, le titre contient déjà le fil rouge de ma présentation, c'est-à-dire capitalisme de plateforme, quel futur? C'est-à-dire, grosso modo, il y a un gros point d'interrogation parce qu'il n'est pas du tout évident que ce soit la voie de sortie des crises actuelles. Et le sous-titre introduit la première idée. Je vais développer 4 idées. Contre le déterminisme technologique. En effet, ce qui me semble important, je crois que le PowerPoint est bloqué. Voilà, si, impeccable. Je fais partie d'une association internationale d'économistes pour lesquels l'économie est insérée dans la société, dans le système politique. Et l'une des plus récentes publications de cette association internationale est parue dans Socio-Economic Review, dans lequel il y a toute une série de contributions sur le débat du capitalisme de plateforme. Alors, je vais me limiter à ces 4 idées parce que le sujet est absolument multiforme. Vous l'avez évoqué dans votre introduction très bien. Par exemple, je suis beaucoup spécialiste du marché du travail. Ça change beaucoup le marché du travail, mais c'est pas le point que j'avais absorbé. Aujourd'hui, je vais traiter du point suivant. 1. Halte au déterminisme technologique. J'ai un petit problème avec là. Voilà. Halte alors, excuse. Pour ceux qui comprennent l'anglais, j'espère que ces quelques diapositives vont vous aider. Et pour ceux pour lesquels l'anglais est une barrière, j'espère que ça ne va pas trop vous bloquer. Alors, je m'oppose vraiment assez radicalement à beaucoup de mes collègues économistes, y compris mes collègues schumpeteriens. Pour eux, le capitalisme se date avec les révolutions technologiques. Et il me semble que c'est un peu court. Pour une première raison, excusez-moi pour la... Voilà. Premièrement, on a un tout petit peu l'idée que les systèmes technologiques, les systèmes productifs viennent tout armés. Alors, je ne résiste absolument pas à une anecdote qui m'a... En 1976, le grand Jacques Attali découvre qu'avec du sable, on peut faire des microprocesseurs et il en déduit la fin du sous-développement. Vous voyez très bien que, attendez, il s'est passé quelque chose d'absolument impressionnant. Pourquoi? Parce que un système technologique, c'est tout un ensemble d'ajustements. Et alors, les travaux de Paul David sont tout à fait intéressants. Il y a une nouvelle géographie, des nouveaux rapports de travail, une formation des capacités, un système fiscal, des systèmes de droit de propriété intellectuelle et des infrastructures. Et ceci, vous comprenez bien, ça suppose une synchronisation tout à fait considérable. Deuxième argument, il n'y a pas du tout de main invisible qui ajuste tous ces éléments-là. Alors, en théorie, ça serait l'État, mais comme vous savez, l'initiative de capitalisme de plateforme vient de la Silicon Valley, des géants qui innovent. Ça commence un peu par Microsoft qui fournit des ordinateurs, puis on a toute une série d'adjonctions, Google, Amazon, Twitter, etc. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une sédimentation. Et la première idée, donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas du tout de garantie que le système soit cohérent. Troisième grand problème, la Silicon Valley innove. Mais que devient la société américaine? Vous savez très bien que la Californie occupe une place très particulière dans les systèmes productifs américains. C'est là où est concentrée l'économie de la défense et les firmes de haute technologie. Que se passe-t-il dans l'Arkansas ou à Détroit? Donc clairement, vous avez un problème très difficile, le passage du micro au macro, et c'est ce que je voudrais, quelques éléments que je voudrais donner de réflexion. Quatrième élément, il y a un tout petit peu l'idée d'un déterminisme technologique au sens de la technologie supposée venue d'ailleurs, alors que nous savons très bien qu'il y a des auteurs particuliers, impose une unique solution, quel que soit le contexte sociétal. Alors, en quelque sorte, soit adopter toutes les normes véhiculées par la Silicon Valley, soit être à l'écart du redéploiement du capital. Je vais contester ces 2 idées. Première idée que je vais développer. Deuxième idée, elle est beaucoup plus intéressante, c'est une analyse donc évolutionniste. Si on veut trouver une alternative à la théorie standard qui va d'un équilibre à un autre équilibre, c'est grosso modo on va d'un point certain à un autre point certain, il faut à tout prix
se rapprocher d'une conception évolutionniste, qui est d'ailleurs, par parenthèse, assez différente. Pour bon exemple, alors là je ne vais pas détailler, mais vous voyez très bien que Amazon, Google, Facebook, Wikipédia et Apple ne déploient absolument pas le même algorithme, la même source de profit, le même type d'activité et la nature le même avantage compétitif. Donc, la chose qui est assez intéressante, c'est que dans le cas contemporain, malgré la tendance au monopole que ces quatre de ces éléments incarnent, il y a une lutte concurrentielle. Et cette lutte concurrentielle ne va pas dans la coopération, mais plutôt dans le développement de systèmes alternatifs. Donc, la question qui est posée, comment ces entités ont-elles fini par faire système? Et là, l'aspect qui me semble très important, c'est un essai et erreur. Par exemple, j'ai commencé mon étude et Yahoo, dont les jeunes générations ont oublié même l'existence, était supposé être la meilleure des entreprises capables de. Mais, alors je ne vais pas détailler ces cas, mais en gros, tellement impliqué dans l'ancienne modèle, où on a un modèle physique et on ajoute de l'immatériel, il n'a pas résisté, par exemple, à la concurrence de Google. La chose qui est assez extraordinaire, c'est que les meilleurs candidats pour réussir n'ont pas réussi, et ce sont des outsiders qui ont, je vais vous dire un pronostic, j'aurais jamais cru qu'Amazon puisse gagner sa vie et prospérer en expédiant des livres dans le monde entier. Et je me suis trompé. Donc, vous voyez, la question qui est importante, il y avait beaucoup d'incertitudes. S'il y a beaucoup d'incertitudes, il y aura sans doute beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Et une étape intermédiaire importante, c'est lorsque les diverses entités finissent par former un écosystème. Alors, moi j'étais très frappé que Wikipédia n'a pas été tué par Google, et à contrario, Wikipédia n'a pas tué Google, on le comprend, parce que fondamentalement, si vous regardez le détail, ils sont devenus larges complémentaires, avec bien sûr une domination de Google, parce que Google veut faire du profit. Le Wikipédia, c'est un modèle fondé sur la coopération volontaire, ce qui est d'ailleurs le modèle alternatif. Vous voyez, la complexité de la dynamique. Wikipédia joue un très grand rôle dans l'économie de l'information, dans les travaux académiques, dans l'information de Google, et il se trouve être complémentaire. Donc, deuxième résultat, il a fallu toute une période de tâtonnement pour aboutir au système actuel. Ce système n'était pas dans les cartes. Alors maintenant, la question qui est posée, est-ce que... alors là, les GAFAM prospèrent, mais prospérer en bourse ne veut pas dire organiser à son profit l'économie américaine. Le troisième problème que je veux évoquer, comment l'initiative d'un groupe d'entrepreneurs très innovants arrive à transformer l'ensemble du capitalisme américain, et même plus fondamentalement, du capitalisme mondial, dans la mesure où ces firmes naissent transnationales. Je dirais que je n'aurai pas beaucoup le temps d'y insister, mais la grande nouveauté par rapport à toutes les phases d'internationalisation du capital, c'est que cette fois-ci, le monopole ne s'établit d'abord au niveau national, puis international, il est d'emblée national. Il utilise les rendements d'échelle propres à l'économie de l'information et il aboutit très vite à des monopoles tout à fait considérables. Question, est-ce que ces monopoles sont capables d'organiser l'ensemble de l'économie? Puisque grosso modo, pour l'instant, il la fracture. Alors là, petit détour de production, les recherches régulationnistes de la théorie de la régulation auxquelles je participe, depuis la fin du Fordisme, s'est attaché à trouver quelles peuvent être les configuration capable de s'adapter aux nouveaux champs de force des rapports sociaux internes et des rapports de géopolitique au niveau international. Et alors, jusqu'à présent, jusqu'au point 5, dans la colonne verticale, la plupart des modèles n'ont pas réussi. Le premier, c'était la japonisation du monde, à travers la production de masse différenciée. Vous avez vu que le système de la production frugale a assuré le succès du Japon, mais il ne s'est pas diffusé, c'est pas lui qui organise la société. Deuxième élément, après l'éclatement de la bulle en 2000, on a pensé que c'était l'économie, les technologies de la communication et de l'information. C'était en quelque sorte les tuyaux. On avait une nouvelle infrastructure et elle allait à elle seule suffire à engendrer des nouvelles sources d'accumulation et de profit. Ça n'a pas été le cas.
apparaît la nouvelle économie. On fait circuler dans ces tuyaux de l'information et cette information est devenue un actif stratégique pour les firmes et c'est de l'utilisation de cet actif stratégique que va naître un investissement, y compris dans les technologies intangibles. Et vous avez vu que par exemple, ce modèle n'est pas du tout le modèle de l'Allemagne, c'est pas du tout le modèle de la Corée et ce n'est pas la totalité du modèle chinois qui reste un modèle plutôt industrialiste. Quatrième modèle, c'est celui exploré par les États-Unis. Innovation financière et globalisation financière. Ce modèle vaut pour les États-Unis et le Royaume-Uni, il ne vaut pas pour aucun des autres pays. C'est-à-dire que ce modèle est plutôt un modèle excluant. Par parenthèse, il est très allié au capitalisme de plateforme, puisque grâce aux innovations financières, on a pu mettre le pied à l'étrier à des startups qui ont été gonflées grâce au pouvoir extraordinaire des marchés financiers de mobiliser une liquidité encouragée par ailleurs par les banques centrales. Un modèle que continuent à explorer les pays asiatiques, Taïwan, la Corée, le Japon, qui n'est pas mort, c'est innovation et exportation, un capital donc qui se différencie par la qualité du service, la dynamique de l'innovation, la combinaison de la mécanique et de l'informatique, etc. Et vous voyez que là, ce modèle-là, par exemple, le capital français serait incapable à l'adapter. Et alors, bien sûr, arrive le capitalisme de plateforme. Mais vous voyez très bien, dans ce tableau-là, que je ne vais pas détailler, il y a des forces, il y a des faiblesses, et le résultat n'est absolument pas garanti. Ça peut être une niche dans une économie gouvernée par de tout autre mécanisme. Donc attention, tout régime d'accumulation prometteur ne rencontre pas nécessairement le succès. Et j'arrive à la dernière idée, c'est celle de la diversité des futurs. Et ça me semblait tout à fait important. Ce qui me semble dramatique, c'est dans les débats de politique économique, surtout lorsqu'il est gouverné par les économistes standards. Ils ont une théorie, ils vont voir le prince, il dit « Monsieur le Président, il n'y a qu'à faire ». Et il n'y a toujours qu'une seule solution, ce qui conduit à annihiler l'autonomie du politique. Alors là, ce que je voudrais vous dire très rapidement, et je m'arrêterai là, c'est on a vu apparaître, au lieu de la lutte de Guignol, comme au Jardin du Luxembourg, il y a ceux qui aiment le marché, il y a ceux qui aiment l'État, et alors ils se livrent une guerre. Lorsque le marché faillit, les étatistes gagnent. Lorsque l'État faillit, les échangistes gagnent. Mais non, si vous regardez des sociétés comme, par exemple, les districts industriels italiens, ou comment fonctionne la diaspora chinoise en s'articulant avec le Taïwanais, on s'aperçoit que la société civile, basée sur le sentiment de solidarité et d'appartenance, est un mécanisme tout à fait important. Et vous allez voir que cette trilogie nous permet, alors la diapositive qui suit est compliquée, je vous décris comment, si vous voulez, cette diapositive sera disponible si vous voulez bien. Alors, on a si vous regardez au jour d'aujourd'hui, moi je perçois trois configurations. La configuration dans laquelle, n'oubliez pas que les capitales de plateforme sont des places de marché au niveau mondial. Donc, c'est une étape nouvelle dans la commodification, la conversion de tout en marchandise. Et ce tout peut aller extrêmement loin dans quelque chose. Tout de rapport interindividuel. Alors, l'exemple qui m'a étonné, c'est Facebook. On convertit des relations entre des individus entre une source de profit. C'est le capitalisme à l'état pur. Et vous avez vu que sa terre d'élection, c'est les États-Unis. Alors, je ne décrirai pas dans le scénario de science-fiction comment s'organise la compétition, quelles sont les relations du travail, comment la Banque centrale est-elle, quel est le rôle de l'économie, quel est le rôle de l'économie mondiale, mais voilà, vous pourrez le détailler. Deuxième élément, eh bien, c'est le système chinois, dans lequel on se moquait beaucoup du contrôle panoptique de l'économie politique britannique, mais en quelque sorte, avec le contrôle facial, le crédit social, etc., la société chinoise le Parti communiste chinois a fait des techniques d'information un outil de contrôle de la population et deuxièmement, de contrôle de la dynamique économique de l'accumulation, ce qui, par parenthèse, vous explique la récente mise au pas
de l'équivalent des GAFAM qui avaient un tel rôle qu'ils pouvaient penser contester le pouvoir du Parti communiste. Et nous sommes européens, il y a une troisième configuration. C'est l'Europe qui a été la plus avancée en déclarant que l'information ainsi générée devrait être un bien public mondial. Par exemple, prenons l'exemple des données de santé à l'occasion de la Covid. Clairement, toutes ces informations au monde entier devraient appartenir à l'équivalent de l'Organisation mondiale de la santé, dans la mesure où c'est un bien commun dans lequel les ministres de santé, les firmes innovatives, les médecins, etc., puissent. Il serait dramatique que les GAFAM s'en emparent pour organiser la prochaine révolution biotechnologique. Je vais immédiatement terminer par un dernier diagramme, beaucoup plus simple que celui que j'ai là. Et alors, le titre est quand même très important. Les relations sociales et le pouvoir, l'organisation du pouvoir impliquent. Allons aux États-Unis. Quasiment, comme vous l'avez noté dans votre introduction, c'est Twitter qui a censuré M. Trump. Ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Vous voyez très bien que dans ce cas, vous avez une maîtrise de la société, une maîtrise de l'économie, et ça se finit par l'absence d'application des dispositifs anticoncurrentiels sous prétexte que c'est une lutte digitale. Et alors, de longue date, les responsables et les connaisseurs du système ont plaidé devant les Sénats, il faut à tout prix détruire ces monopoles. Ils ont jusqu'à présent perdu, y compris après les extrêmes maladresses du PDG de Facebook. Dans la question, l'économie façonne le politique. Vous allez en Chine, l'équivalent des GAFAM ne subsiste que s'ils vont dans le sens imposé par le Parti communiste, soit en termes de développement, soit en termes de contrôle. Lorsqu'ils cherchent à s'autonomiser, ils sont immédiatement rappelés. Alors, d'où un paradoxe qui m'a surpris, mais qui va vous séduire. Quel est le pays qui a la politique anticoncurrentielle la plus vigoureuse? Paradoxalement, c'est la Chine, dans laquelle toutes les localités sont en concurrence les unes avec les autres, et c'est la dynamique de la concurrence de tous contre tous qui triomphe dans tous les segments des composants que la Chine vend. Et pour les technologies de l'information, c'est clairement l'État qui pousse le dynamisme, pour autant qu'il rentre dans le plan, parce qu'il existe encore des plans relativement efficaces de développement de la Chine. Et troisième modèle, c'est l'idée que la citoyenneté, le Parlement européen devrait dicter les lois sur l'usage de l'information, et les grandes entreprises, aussi bien chinoises que transnationales américaines, devaient s'y conformer. Le seul drame, il nous manque nos champions de l'économie de l'information au niveau européen. Et je dirais que, je terminerai là-dessus, dans cette magnifique trilogie, étant donné la faiblesse de l'Union européenne, eh bien, ce troisième modèle est en train de souffrir. Je dirais même qu'après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, on voit bien que c'est aussi, hélas, dans le domaine de la géopolitique le cas. Je m'en arrête là. Voilà les idées. Vous aurez, si vous voulez, l'ensemble du PowerPoint, mais je voulais simplement vous évoquer c'est comme élément de réflexion. Donc, la discussion est ouverte sur ces 4 idées, très simples, mais qui me semblent ouvrir un débat citoyen. Alors, merci, Monsieur Boyer, pour ces éléments intéressants qui remettent un peu en perspective les relations entre la technique et le pouvoir et les interactions qu'il y a entre elles. Les techniques, l'économie et le pouvoir. Dans une deuxième partie, donc on pourra y revenir bien sûr dans la discussion. Dans une deuxième partie, Frédéric, si nous rentrons maintenant dans les coulisses un peu techniques de l'économie et de la finance, tu pourras nous apporter ton éclairage d'économiste politique sur ce qui caractérise l'irruption de ces nouvelles technologies dans le monde capitaliste, ce que la crise actuelle nous en révèle et quels sont les enjeux qui sont posés au peuple du monde entier. Oui, merci Stéphanie, merci à la Fondation Gabriel Péri, merci à Robert pour son intervention. On m'entend correctement? Je voudrais pouvoir partager aussi quelques diapositives. Essayez d'arrêter, mais vous pouvez m'aider à essayer de m'enlever la
Non, non, c'est bon. C'est bon. Et moi, je dois faire comment? Share screen en bas, il y a des boutons en bas Ouais, ouais. de l'interface et il y a un share screen en vert normalement. Donc, Ouais, écran partagé en vert, voilà, d'accord, ok. Et donc là, je mets ça. Ok. voilà, c'est en route. Voilà, C'est mais bon. on voit mon visage aussi, c'est bon? Oui, oui, on voit tout. Ok, parfait. Donc, donc, je ferai en 3 parties. Mais d'abord, une petite introduction. Je pense que c'est très important de partir de cette question de la technologie. La technologie, pour l'école de pensée sur laquelle je travaille et à laquelle je me rattache, c'est quelque chose de très important en lien avec les entreprises et les institutions. Bon, les historiens comme Marc Bloch l'ont montré, on est dans une période de tel bouleversement qu'on est obligé de regarder le Moyen-Âge ou d'autres moments de bouleversement importants. Bon. Euh, on l'a toujours mis au centre de notre analyse, donc je me félicite que Robert vienne discuter ces questions-là. Je pense que ça peut nous permettre de beaucoup avancer. Parce qu'effectivement, il y a une conjugaison dans l'hétérodoxie, entre les hétérodoxes et les économistes critiques, entre Keynes qui insiste sur la demande, et de l'autre côté, on devrait laisser l'offre que Schumpeter, que Robert dénonce à juste titre. Mais il y a une autre vision de l'offre qui est nécessaire, et l'articulation offre-demande, production-offre, est très importante. Et je pense que dans Marx et dans ce que nous avons développé avec Paul, il y a des choses très importantes en lien avec les institutions. Et je viendrai, vous verrez, la question de l'efficacité productive et de la crise de l'efficacité productive est très importante, ou de ce que peut apporter les nouvelles technologies pour cette efficacité. Donc je me félicite parce que il y a des éléments de débat qu'on va commencer, qu'on a déjà eu avec Robert un petit peu, mais je pense que c'est bien qu'ils soient donnés à portée de tout le monde, dans l'idée d'un travail à faire, d'un chantier pour tous, et quand même pour la gauche et le monde, et pour cette Europe, je suis d'accord avec Robert, cette Europe qui est bien rabaissée, qui est parfois un peu le paillasson des autres. Voilà, mais il y a un gros enjeu pour la gauche. Déterminisme. Je pense que c'est très important, effectivement. Il n'y a pas de prédéterminé. Il n'y a pas de prédéterminisme. Les choses ne sont pas prédéterminées, sinon à quoi ça sert d'agir politiquement, bien entendu. Mais il y a des déterminants. Et nous essayons de voir les déterminants et dans quel cône d'évolution nous pouvons bouger, et la technologie en fait partie. Donc d'abord, la technologie, ensuite, les questions de la crise, puis les propositions. Alors, première idée, on a une révolution technologique que je veux caractériser parce qu'elle est insuffisamment caractérisée. C'est bien plus profond que simplement les GAFAM. Pour ça, je me rattache au courant qui est l'analyse en termes de révolution informationnelle. Pour ça, il faut la comparer à la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est le remplacement, c'est depuis le XVIe siècle, XVIIIe siècle, et c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'elle commence très fortement. C'est le remplacement de la main de l'homme travailleur maniant l'outil par la machine-outil. Et du coup, on développe le capital, à la fois les machines et la catégorie de capital, par essai, tâtonnement, crise, etc., dans une longue histoire sociale faite de crise et de développement. C'est quand même un grand progrès. La révolution informationnelle, c'est le remplacement, bien sûr, on va dire, des êtres humains, mais non pas de la main agissante, mais des capacités informationnelles du cerveau par les machines informationnelles, comme les ordinateurs, qui transforment l'information, qui la transfèrent, et l'information, du coup, peut être incorporée dans les machines. Hein, elle est séparée des êtres humains et rattachée aux machines, et elle peut être agissante dans les machines. L'information, donc, dans cette vision, ce n'est pas une quantité. Hein, il y a les théories de l'information de Shannon. C'est pas une, au contraire de Shannon, ce n'est pas une quantité. C'est, comme dirait Wiener, ce qui n'est ni matière ni énergie, mais qui nécessite matière et énergie pour fixer les idées. On peut prendre comme idée d'information la formule pour faire un médicament comme le Doliprane. Bien sûr, elle a toujours existé avant la révolution informationnelle, elle était sur le papier, mais aujourd'hui, elle devient dans des programmes directement agissantes et transférables dans les machines, avec elle devient sous forme de programmes informatiques et de spécifications pour un ensemble de machines qui vont fabriquer les médicaments. Donc, il y a une nouveauté très profonde qui est presque anthropologique, disons anthroponomique, et qui est en opposition avec la domination du capital. Et c'est là que je veux donner 4 caractéristiques. Premièrement, l'information par nature, ça se partage. Là, je partage l'information avec vous, je la partage, vous l'avez, mais je l'ai encore. Si je partageais un stylo ou mon téléphone, je vous le donnerais, je ne l'aurais plus.
il faudra le reproduire. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, l'information développe l'information. Donc, le partage est efficace parce qu'il permet de développer l'information. Je ne développe pas. Troisièmement, il y a la question des dépenses qui est fondamentale. Les dépenses pour les êtres humains deviennent décisives car ils sont créateurs d'informations. Donc, la création d'informations, son développement, sa compréhension deviennent décisives et ça vient donc s'opposer à la priorité héritée du capitalisme aux dépenses pour le capital financier, mais pour les machines même tout simplement et les équipements. Mais bien sûr, la vieille structure résiste. Quand je dis dépenses pour les êtres humains, c'est bien sûr l'emploi, mais la formation, les salaires, les services publics, la culture. Donc la vieille structure résiste avec ses critères, ses pouvoirs et ses institutions et ses cultures. C'est-à-dire toute la régulation faite de régulateurs, le taux de profit, de réglage, c'est les pouvoirs de gestion et les pouvoirs de l'État, et de règles profondément incluses dans les institutions. Quatrièmement, il y a une logique de coût profondément nouvelle, en principe, et que le capital va récupérer dans des contradictions. L'information, bon, d'abord, ça ne s'use pas quand on s'en sert par rapport à une machine qui s'use quand on s'en sert. Mais surtout, il y a un coût nécessaire pour créer l'information, la recherche-développement, par exemple. Toutes les dépenses de recherche. Ça peut être très élevé avec en plus une incertitude. Mais une fois ce coût, une fois l'information créée, comme le médicament, le coût d'utilisation de cette information tend vers zéro, surtout dans une multinationale où on peut le partager dans un ensemble de filiales si cet ensemble de filiales existe. Donc les dépenses passées comme la recherche-développement fonctionnent ensuite, quand ça marche, quand les informations sont créées, comme un coût fixe qu'on peut partager et qui va être étalé et d'autant plus baissé que la multinationale est gigantesque. Voir si c'était le monde et pas des multinationales avec un partage des brevets, des connaissances mondiales bien communs. Donc, c'est le moteur du développement d'un nouveau type de multinationale, pas seulement les GAFAM, mais bien au-delà, bien au-delà. C'est-à-dire la multinationale est une sorte de fonction nécessaire pour le partage des ressources et la coproduction dans le monde, mais qui se fait aujourd'hui par appropriation et dans un partage restreint au service des profits. Donc, il y a un potentiel et il y a une nouveauté qui est réprimée, distordue dans la situation actuelle. Fondamentalement, dans la multinationale, donc on a cet élément de coût et d'efficacité nouvelle qui pourrait monter et qui est fait un peu d'efficacité. Nous ne sommes pas dans l'effondrement absolu. Mais donc on peut partager les dépenses, souvent pour partager les dépenses, il faut faire des rachats financiers, racheter des entreprises, acheter des brevets ou gonfler sa valeur financière pour ne pas être racheté. Donc en contrepartie de ce gain d'efficacité sur les partages, il y a une énorme enflure financière qu'alimentent les multinationales, des dépenses financières considérables, on peut le voir au niveau macroéconomique, comme on peut voir dans différents cas, que ce soit Alstom, General Electric, beaucoup de batailles. Et cette enflure financière va peser contre les dépenses humaines. Je dois mettre 2 milliards pour racheter mon voisin, c'est 2 milliards que je ne pourrais pas mettre dans les salaires, la recherche, les formations. L'enflure financière finit par menacer les territoires, finit par menacer les dépenses pour les services publics et l'éducation, donc la création future d'informations, ou pousse les rivalités dans le monde jusqu'à des impérialismes en guerre, hein, avec un impérialisme dominant et un impérialisme qui voudrait un peu avoir sa part du gâteau, je pense aux événements qu'on voit en ce moment. Bon. Donc, il y a un double élément, il y a un élément de rente et de répartition, et donc qui renvoie à la sphère de la répartition dont a parlé Robert, mais il y a aussi un élément de production nouvelle et d'efficacité nouvelle, de création de richesse. Bon. Il y a d'autres transformations profondes sur lesquelles je ne veux pas venir parce qu'on n'a pas le temps, une révolution démographique, culturelle, la révolution écologique. Mais, alors, on pourrait se dire, cette révolution informationnelle, c'est la porte de sortie du capitalisme. Mais non, la crise du capitalisme est patente. Donc, je vais vous donner quelques éléments parce que où on en est sur la crise, c'est quand même très, très important. Et c'est le cœur un élément de cœur du diagnostic. Parce que le régulateur profond du capitalisme, c'est le taux de profit. Régulateur, c'est-à-dire qu'à travers les crises, il sert de guide pour l'action. Si dans la production, le capital et le travail qu'on a mis débouchent sur un taux de profit insuffisant, eh ben on va avoir une régulation, on va corriger, et éventuellement on va mettre encore plus de capital et baisser les coûts du travail. Donc la régulation va renforcer encore le bien, on va suraccumuler, remettre du capital. Ou bien ça marchera, ça va dépendre des moments. Et donc depuis le début des années 70, on a cette énorme crise qui n'en finit pas de s'étendre
pour des raisons justement de transformation systémique. Alors, en France, j'ai pris les graphiques en France, je vais faire quelques petits graphiques. Le capital a travaillé pour sortir de sa crise. C'est de 1969 à 2020. Il a réussi à remonter la part des profits dans la valeur ajoutée, ce que montre ce graphique partiel sur le cas de la France. Mais pour faire ça, il a utilisé une masse de capital énorme, matériel et financier. Et donc, si maintenant on rapporte le profit, non pas à la valeur ajoutée, mais au stock de capital accumulé, on obtient ce qu'on appelle l'efficacité du capital, cette courbe en bleu pour la France, et on voit une décroissance de l'efficacité du capital après des éléments de remontée au milieu des années 80. Si pour s'émanciper de la France, parce que la France est très particulière, il y a une partie inobservable qui est la partie monde extérieure des multinationales, on prend les États-Unis. Alors, on a aussi, en rouge, vous voyez, la baisse de la rentabilité. Alors, Frédéric, excuse-moi, mais en fait, il faudrait que tu fasses défiler elle défile pas les diapos, parce qu'on voit que ta diapo de titre. Mais elle défile pour moi. Sur la gauche, on voit… Mais pour moi, elle défile. Alors, c'est peut-être que moi, mais je pense pas du coup. Non, non. Parce qu'on voit J'entends. la suite de tes slides sur la gauche. Et Là, j'arrête pas d'en faire défiler pour que vous voyez quelque chose. Non, non, on ne voit pas, ça ne défile pas hein, du tout. On les voit en petit sur la gauche. Mais… Oui. Comment ça se fait? Je sais pas comment. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais je ne me souviens plus comment je m'en suis tiré. Mais attends, peut-être parce que je suis en… Voilà, et si je fais comme ça? Voilà, très bien. Bravo. Voilà, c'est parce que j'étais en… Voilà, ok. Bravo. Voilà. Alors… On n'explique pas comment j'ai fait, mais voilà. Donc, la part des profits dans la valeur ajoutée, ils ont travaillé à ce que ça remonte en France, mais il a fallu investir beaucoup de capital et en plus faire beaucoup de dépenses en capital financier qui vient peser très fort. Et donc, si on rapporte cette part des profits qui a augmenté à l'ensemble du capital, on a une baisse d'autres profits malgré une petite remontée au milieu des années 80. Voilà, en bleu. Si on regarde le cas des États-Unis où on a une part à l'étranger qui pèse lourd dans le monde, mais qui est moins importante pour les États-Unis, on peut mieux voir les choses. À ce moment-là, en rouge, vous avez le taux de profit de l'ensemble des capitaux qui a baissé dès le milieu des années 60, 66, 67, 68, qui baisse très fortement, qui ne retrouve pas le niveau, mais qui avait commencé à remonter, et puis qui replonge. Donc, des grosses difficultés aussi pour les États-Unis, même si elles ne sont pas aussi fortes d'ailleurs, elles restent très fortes. Et pourtant, derrière, si on rapporte la valeur ajoutée aux seuls équipements, donc l'efficacité vraiment productive des équipements, on voit qu'on a eu des remontées beaucoup plus significatives et insuffisantes. Voilà, c'est pour donner des aperçus. Alors, enfin, un deuxième aperçu, les multinationales. Deuxième aperçu, les multinationales. J'ai dit qu'elles allaient être amenées à faire des transferts mondiaux des gains qu'elles font sur les différents pays. Et là, la circulation mondiale des bénéfices et des transferts, plus exactement, pas seulement des bénéfices, qu'elle prélève sur l'ensemble du monde, on voit son envolée de 1970 à 2015. Et tout particulièrement les prélèvements des multinationales US, états-uniennes, sur le reste du monde, en pourcentage du PIB du monde, c'est 1% que les États-Unis prélèvent sur le monde. Le graphique s'arrête en 2016, il n'y a pas de raison de penser que ça a baissé, ça a même peut-être augmenté. Donc, et finalement, on se trouve avec et même sur la Chine, les multinationales prélèvent, hein, le graphique, je vais vite, mais elles prélèvent parce que quand, par exemple, Apple fabrique des téléphones, bien sûr, la Chine exporte des téléphones, donc engrange les revenus de ces téléphones, mais repaye derrière des dividendes ou des brevets à Apple. Donc même la Chine est dominée par le capital financier, et c'est un peu… Il faut voir les contradictions internes à la Chine avec la domination interne du capital financier, je pense. Et donc, on se trouve avec, en rouge, quelques pays seulement, plutôt quelques multinationales situées dans quelques pays, qui ont un prélèvement net sur l'ensemble des pays, donc une sorte de cartographie de l'impérialisme mondial et des segmentations et des oppositions très, très fortes dans le monde. Donc, les multinationales font partie de cette crise, pourraient faire partie des solutions parce qu'elles ont une possibilité d'efficacité extrêmement nouvelle par le partage. Alors, j'en viens à mon dernier point, et je crois que je tiens le temps. Mon dernier point, c'est les transformations, les perspectives, les enjeux. Il s'agit, à mon sens, alors ce graphique, j'ai le même défaut que Robert, je l'ai laissé en anglais, mais je vais le dire en français. Il s'agit d'aborder une transformation du système assez profonde, bien sûr, assez profonde, mais
pas à pas et à partir de l'existant. Et pour cela, pour qu'elle soit suffisamment radicale, il faut lui donner une certaine cohérence. Et ce triangle, c'est ce que j'appelle le triangle de cohérence. La cohérence entre quoi? Entre trois choses. Des objectifs sociaux, c'est la pointe avancée en rouge. Les objectifs sociaux nouveaux. Des pouvoirs et institutions, c'est le point rouge qui est tout en haut. Et en bas, des pouvoirs sur les moyens financiers et sur la culture. Et avec une flèche qui traverse l'ensemble, qui sont les critères d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut englober les activités économiques, les orienter vers de nouveaux objectifs sociaux avec des critères d'efficacité nouveaux, par des pouvoirs nouveaux à créer, des institutions nouvelles, et des moyens financiers, et en utilisant des moyens financiers et culturels, parce que des pouvoirs sans moyens, ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire et ce que je pense, c'est que ça peut permettre de faire donner à ces transformations profondes et ces transformations technologiques, elles sont pas seulement le fait du capital, elles sont aussi le fait de ceux qui travaillent, des travailleurs, des intellectuels, des gens du monde qui cherchent. Si demain on trouve des savoirs pour éliminer le CO2 ou le capturer, de même qu'on a trouvé des médicaments et des brevets, il faut les partager, ça peut être un enjeu d'efficacité et un résultat d'efficacité considérable. Donc il faut faire donner à tout ça sa pleine efficacité économique, mais aussi son potentiel émancipateur humain au-delà de l'économie. Alors, avant de venir sur les transformations, une petite parenthèse, le système jusqu'ici, comment il a répondu? En 2008-2009, comme aujourd'hui, il a répondu par plus d'interventions publiques. Mais le question qu'on doit avoir et le débat qu'on doit nous pousser, la gauche et ceux qui veulent transformer les choses dans l'ensemble des idées, mais aussi dans la réalité, c'est le type d'intervention publique. Il faut un nouveau type d'intervention publique. Il faut une créativité et pas s'enfermer dans les déterminismes passés. On pourrait citer Keynes, De Gaulle, tout ce qu'on veut, et c'est vrai, je pense qu'on a ces enjeux-là devant nous. Il a fait plus d'interventions publiques, mais pour le capital et les profits. Et c'était très… Et alors, dans la pandémie, encore plus, mais avec une nouvelle contradiction, au moins pour des pays comme l'Europe et un peu les États-Unis, il a fait énormément pour le profit et le capital, mais en faisant aussi protéger les compétences, garder les gens, mais en le faisant à l'envers, un petit peu, pas complètement, en maintenant les principes de licenciement après, et puis en excluant beaucoup de gens de ce système-là, et bien sûr en excluant le Sud, l'Est et les pays émergents. Tout ça. Donc il y a un problème d'un autre type d'intervention publique. Et c'est pour ça que je pense que le duo État-marché qui est complémentaire, il doit être… On ne peut pas seulement dire qu'il faut des biens communs. Il y a la question des entreprises qui est masquée dedans et de leurs critères, et peut-être probablement le dépassement du marché. Alors là, les biens communs permettent d'aller vers un dépassement du marché, mais il y a bien un problème de logique actuelle de l'intervention publique, et pas plus ou moins d'État par rapport à plus ou moins de marché. Et là, je pense qu'on peut avancer, mais c'est la question nouvelle qui nous est posée. Et donc, je conclus sur 3 points. Premièrement, la création monétaire. Les critères de la création monétaire, je pense, doivent devenir une question majeure en théorie économique pour dépasser, comme on le souhaite, je pense, Robert, comme moi, une sorte de dogmatisme marxiste comme une vulgate keynésienne étatiste. Il y a la question d'une sélectivité de la création monétaire, c'est-à-dire l'orienter pour le développement des capacités humaines, pour les partages, pour les biens communs, les services publics. Je ne développe pas pour tenir le temps, mais à mon avis, c'est une question sur laquelle on peut avancer ensemble. Et au niveau français, comme au niveau du monde, avec la question du dollar et d'une monnaie commune au niveau mondial. Donc, création monétaire pour les services publics et pour un autre crédit aux entreprises, orienté justement sur les capacités humaines et le partage, au lieu de l'appropriation et les monopoles des GAFAM. Mais ça renvoie à la démocratie, aux institutions. Deuxièmement, l'emploi. Je pense que l'emploi, il y a un enjeu de dépassement du marché du travail. C'est-à-dire par rapport à des auteurs comme Polanyi ou Marx qui disaient on réduit le travailleur à une force de travail, à une simple marchandise, il faut donner plutôt à la personne humaine son plein potentiel parce que, d'abord, éthiquement, nous le souhaitons, et c'est profond l'éthique, c'est très important, mais aussi ça pousse comme nécessité de l'efficacité pour la créativité humaine. Et donc, ça veut dire une forme de libération au travail. Donc, il faut d'abord, bien sûr, développer les dépenses humaines, emploi, formation, etc.
mais la sécurisation des personnes humaines. C'est pour ça que cette idée de sécurité d'emploi ou de formation que Robert doit connaître, je pense, les uns et les autres, nous travaillons sur des choses comme ça, non pas la flexi-sécurité qui est une façon d'encadrer le marché dans un truc état-marché, mais chercher un autre but qui soit de sécurité et de développement. Et j'insiste, des travailleurs sécurisés dans les GAFAM, ça veut dire des travailleurs libres de dire je ne veux pas faire ça, ce n'est pas la question, et qui commencent à pouvoir discuter des projets et qui sont en quelque sorte démultipliés comme lanceurs d'alerte. Et enfin, je finis, la question d'autres règles pour la mondialisation, notamment, je ne veux pas aborder toutes les questions, mais de nouveaux traités et de nouvelles institutions que l'OMC. Actuellement, les traités qu'on a, ils ont comme but le maximum d'investissement international, le maximum de commerce extérieur. Là, on inverserait. Ce seraient des traités pour la coopération et la maîtrise du commerce et de l'investissement, et qui auraient pour but le développement des biens communs et le développement de l'emploi. Et donc, on peut s'engager vers ce type de traité de façon bilatérale, en poser la question en Europe, et qui amènerait à changer effectivement les règles des partages de propriété intellectuelle, les pouvoirs de gestion sur les entreprises et même les règles de transfert des multinationales. Voilà, à mon avis, c'est très, très ambitieux, mais je pense qu'il faut réfléchir à une cohérence alternative, comme dans d'autres moments des heures noires de notre pays. C'est en réfléchissant à une cohérence alternative ambitieuse qu'on arrive à faire du pas à pas qui peut transformer les choses profondément. Merci. Merci Frédéric, merci à tous les deux. Alors n'hésitez pas à poser vos questions là où vous avez déjà posé vos commentaires dans le petit questions-réponses, donc ça s'appelle Q&A, on est très anglophone ce soir. C'est sans doute les nouvelles technologies, il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus sur, sur le partage des cultures ou l'hégémonie culturelle. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet ce soir, mais en tout cas, donc c'est en bas de vos interfaces Zoom. Vous avez un petit Q&A. Alors, en attendant d'avoir les premières questions, je voulais vous partager un commentaire que m'a évoqué la partie développée par Robert, parce que je travaille dans une entreprise de sécurité numérique et qui s'occupe de traitement des signaux et parfois dans le domaine militaire. On avait été interpellés à l'époque parce que quand Robert vous disiez que l'Europe avait une optique un peu différente de celle des États-Unis et puis de la Chine, en affirmant que les données devaient être un bien commun, en gros. Bien, on a été interpellés justement parce que au début de l'année dernière, il y a eu beaucoup d'attaques, de cyberattaques sur les hôpitaux en particulier, et justement la question de l'appartenance de ces données avait été posée, surtout quand quelques mois avant, le président Macron avait décidé de confier à Microsoft l'expérience de la mise en place de la plateforme informatique des données de santé. Et à ce moment-là, il y avait les travailleurs en fait de mon entreprise, en particulier certains syndicats, s'étaient levés pour dire que on avait la possibilité en France de créer des systèmes qui nous permettaient de garder une souveraineté sur ces données. Et du coup, c'était une approche intéressante parce que voilà, ça montre aussi que la technologie, ça a une répercussion directe sur les choix, sur le politique, et que en France, vous parlez d'un peu, on pâtissait un petit peu du manque de technologie. Il y a aussi une décision, des volontés politiques qui s'expriment à la tête des entreprises, et peut-être que si les salariés avaient plus de droits dans les entreprises, on arriverait plus facilement dans ce monde à imposer un espace public et commun sur l'utilisation des données de ces nouvelles technologies qui façonnent vraiment notre monde démocratique aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Oui, je veux volontiers, brièvement. Oui, paradoxalement, quel est le pays dans lequel la coopération publique-privée est la plus intense en innovation? C'est aux États-Unis, à travers toutes les agences, à partir de santé, mais aussi militaires.
La Silicon Valley n'est jamais que la conséquence de la victoire de la guerre des étoiles, qui donne toute une série de processus et d'avancées techniques que le privé va ensuite recombiner dans la nouvelle économie. Et alors, le drame à nous, c'est que la communauté européenne interdit d'utiliser la dépense publique à des fins de politique industrielle au nom de la distorsion de la concurrence. Donc, la grande difficulté, c'est que l'Europe, c'est-à-dire, laissons la concurrence jouer. Bon, la concurrence favorise devrait interdire la formation de monopole dont favorise le consommateur, il ne favorise pas la constitution de monopole. Et c'est là, à mon avis, le grand phénomène. Et c'est vrai que les salariés pourraient avoir un droit de regard, dire, nous sommes capables de procéder. Question, l'avance de Microsoft est tellement grande que même la start-up la plus douée en France n'avait pas la même capacité de répondre à la demande. Et du coup, il y a un aspect d'irréversibilité. Et ma question serait, préparons-nous aux prochaines révolutions pour que les outils soient prêts pour que nous soyons les premiers. Voilà, donc, grosso modo, cette bataille-là du passé, hélas, c'est un peu joué. Il faut maintenant en innovant de telle façon que l'Europe soit la première. Et impulsé par les pouvoirs politiques. Mais c'est tout un travail. Alors, peut-être la bonne nouvelle serait que même les Allemands s'aperçoivent que face au numérique, leur modèle remarquable d'innovation à la marge n'a pas été à la hauteur. Donc la grande découverte serait de voir que même les pays les plus compétitifs qui ont tiré la compétitivité institutionnelle de l'Europe se disent nous avons besoin de ces politiques-là. Merci pour votre réponse. Alors, on a une… Peut-être pour amorcer le débat, oui. Voilà, c'est ça, parce que ça peut permettre de clarifier et d'aider à des questions. D'abord, un mot sur les données. Parce que quand on parle des données, enfin, moi, Bachelard dit « rien n'est donné, tout est construit ». C'est-à-dire, c'est construit pour faire quelque chose, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est gratuit. Si c'est mes données de santé, je les ai. Mais les mettre ensemble, ça demande énormément de travail, de conception, etc. Je reviens quand même. Mais bien sûr, c'est très peu comme valeur devant l'efficacité que ça permet et donc le prélèvement de rente qu'ils font là-dessus. Ils font un énorme prélèvement de rente là-dessus. C'est pour ça que je dis, voyons bien dans la révolution informationnelle, il n'y a pas rien du tout. Par exemple, quelqu'un qui venait d'une tradition trotskiste, notre regretté Michel Husson, disait « il ne s'est rien passé ». Mais si, il s'est passé quelque chose de très profond avec la révolution informationnelle. Ça permet des choses qu'on ne faisait pas avant et une nouvelle efficacité, mais avec un élément de rente énorme. Et il y a une dépense, il y a une valeur nouvelle, il y a un travail qui est créé, mais le reste, c'est la rente. Et donc, il faut le prélever ailleurs. Donc, toute la finance, on la comprend. Je ne remets pas le graphique que j'ai sauté tout à l'heure sur l'enflure financière. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête, les uns et les autres. Il y aurait, au contraire, nécessité de partager, donc de rendre gratuit ça, en quelque sorte. Et par contre, les dépenses, eux, de les mettre en capital financier, c'est des dépenses d'emploi, des dépenses de conception et des dépenses d'investissement matériel. Donc, il y a une réorientation là-dessus. Ce qui m'amène donc à deuxième point, coopération publique-privée. Oui, le BARDA, États-Unis, etc. Probablement Chine aussi, mais le problème, c'est les critères, justement. C'est les critères de cette coopération. Et est-ce que ça doit être taux de profit, rentabilité ou efficacité et capacité humaine? Et c'est ça qui doit monter. En quelque sorte, en 1945, on a minimisé le taux de profit. Effectivement, il y a une sorte de révolution réussie en France en 1945 avec la sécurité sociale, tout ça, où on a diminué les exigences de profit, mais sans mettre vraiment en avant une exigence positive alternative. Aujourd'hui, il y a besoin d'exigences positives, développement des capacités humaines, des partages, des services publics. Ça, je pense que, au-delà des différentes configurations dans lesquelles on atteindra, on aura, comme Robert insiste beaucoup sur les différences de configuration parce qu'il y a des pays, des cultures différentes, il y a des principes qui peuvent être communs et qu'on peut promouvoir. Troisièmement, règles. La question des règles, coopération ou pas, elles sont très importantes. Dans l'Union européenne, nous sommes des fous de la concurrence, bien plus que les Américains, qui ont compris assez tôt le potentiel de la révolution informationnelle et de partage, et donc qui ont dit dans leurs autorités de concurrence, dès le début des années 70, j'ai plus les trucs en tête, mais nous le savons tous, qui ont dit « Ah non, 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 c'est pas du monopole, parce que ça touche le monde entier ». Et donc, qui ont autorisé des fusions très importantes, considérables, qui ont permis une efficacité, une prise de rente. En Europe,
on est le petit frère, on est un peu colonisé, donc on fait pire qu'eux. Mais il y a une réflexion au niveau de l'Union européenne. Et donc, en Europe, par exemple, quand on a voulu fusionner Siemens et Alstom, ça ne s'est pas fait parce que c'est contraire aux règles de la concurrence. Et le dogme qu'ils ont, c'est les monopoles, ça fait de la rente. Bon. Mais ils sont en train, en réalité, de réfléchir à autoriser les monopoles. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu majeur en Europe de règles de coopération. Par exemple, la mise au point du TGV. TGV, c'est fait par coopération entre la Compagnie Générale d'Électricité dans les années 70 et la SNCF, avec pilotage par le service public SNCF. Aujourd'hui, ce serait interdit. Il faudrait, dans un premier temps, éventuellement coopération sur la recherche. Ensuite, les résultats de la recherche étant au point, appel d'offres pour voir quel est le privé qui va produire. Mais d'abord, ça marche sur la tête, parce qu'en réalité, les résultats de recherche ne sont jamais mis au point. Il y a beaucoup de choses qu'on finit par mettre au point quand on produit vraiment et quand on avance. Donc, dans une coproduction service public utilisateur comme la SNCF et producteur de TGV comme l'a été l'ex-Alstom. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont dire Alstom? Ils vont dire soit j'y vais pas, soit alors ok. Moi, l'argent que j'ai mis pour les recherches, je vais le transformer en un actif financier et je vais le vendre. Et donc, on rentre dans la folie financière. Et donc, il y a un vrai enjeu de promouvoir des règles de coopération en Europe et de protection éventuellement, mais de coopération. Alors, droit de regard des salariés, oui, mais droit de décision outillé avec des moyens. Droit de décision outillé avec des moyens alternatifs à ceux des marchés. Et je pense que la question des banques est une nouvelle frontière, et elle continue à explorer pour les économistes en lien avec les institutions. Des crédits bancaires au service des salariés. Et enfin, moi je suis d'accord, il y a des combats qu'on a perdus, technologiques, etc. Comment anticiper les combats à venir? C'est essentiellement par le développement des services publics et des capacités. Je crois à l'inventivité du CISU, mais capacités, services publics et règles de coopération peuvent beaucoup aider. Merci Frédéric pour ces éclaircissements. Alors, on a 3 questions. Alors, 2 qui sont adressées à Robert. Alors, la première, est-ce que vous pourriez est-ce que Robert peut développer, donc c'est une question de Dominique Plion. Est-ce que Robert peut développer sur l'évolutionnisme dont il se réclame? Car au départ, Dominique mentionne que la théorie évolutionniste est inspirée de l'analyse de Schumpeter, qu'il conteste. Je vous donne les 3 questions. La deuxième question pour Robert, donc de Dominique toujours. Pouvez-vous élaborer sur le contenu que vous donnez à la notion de société civile que vous mettez au centre de votre 3e modèle? Et une 3e question. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, parce qu'à la diction, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, la 3e question de Jean-Paul Krief, j'espère que je prononce bien. Les nouvelles technologies avec la Covid ont généré une modification du travail, en particulier une augmentation, une intensification du travail à distance, qui engendre la rupture du travail en lieu collectif et isole le salarié. Les entreprises cherchent à développer ce mode de travail, en particulier pour le gain de coût qui les génère. Pouvez-vous intervenir sur les conséquences sociales? Donc voilà, 3 questions. Peut-être Robert. Alors, oui, je vais bien commencer. Oui. Alors, l'évolutionnisme s'oppose avec l'idée la politique industrielle à la française. On fait le Minitel, on descend, on l'implique, et puis ça marche ou ça marche pas. Le mécanisme évolutionniste, c'est quelque chose de... On crée un programme, divers concurrents s'en emparent, et progressivement se dégagent des formes viables après beaucoup d'échecs. Donc, la première interaction que j'aurais, c'est que on peut se tromper face à l'innovation. Donc, grosso modo, la plupart des innovations ne réussissent pas. Donc, c'est ça qui est l'élément. Par contre, il n'y a pas de... Alors, lorsqu'on en arrive aux politiques, alors pourquoi je suis pas d'accord avec Schumpeter, c'est que pour lui, il considère que finalement, à travers l'érosion des rentes de monopole, le système se diffuse et sans changement institutionnel majeur, il y a une reprise. Sauf dans le Schumpeter vieillissant, qui pensait que le capitalisme avec les classes moyennes allait tuer l'innovation. Alors que la grande différence là, c'est qu'à certains moments clés, par exemple le fait que le Sénat américain ne bloque pas les monopoles que sont les GAFAM, ont un élément important. Donc je suis évolutionniste pour
l'innovation vibrionnaire au niveau mésoéconomique. Par contre, dans la codification du système fiscal, de la formation, des relations internationales, je suis régulationniste. Sur la société civile, ben, tout simplement qu'on pourrait imaginer que l'État, c'est l'appareil d'État, et deuxièmement, c'est le gouvernement. L'État et les moyens de capacité d'intervention, et je dirais la société civile, c'est la capacité des citoyens à faire pression sur l'État ou à s'organiser. Et là, je suis très frappé sur les travaux, certes limités, donc sur les communs, qui ont montré que dans la gestion d'une ressource naturelle, en concurrence en fait des pêcheurs et des fermiers, la délibération au sein des acteurs était capable de trouver une bien meilleure solution que celle à Micronie. Donc c'est la question de... Alors, pourquoi ça? Parce que j'ai l'impression, sous le blocage des formes publiques d'intervention, il y a beaucoup d'innovations locales. Et ces innovations locales, alors je dirais la flambée des associations, la flambée des initiatives locales, etc. Donc, il y a une phosphorescence de l'innovation. Et c'est ça, c'est les associations volontaires des citoyens ou des producteurs qui s'associent pour changer l'organisation économique et sociale. Et c'est ça, à mon avis, la grande différence. Troisième élément, le travail. Oui, ma spécialité, c'est le rapport salarial. Et je trouve que la première phase de l'économie de plateforme était dramatique parce qu'elle a sérialisé, atomisé et détruit les barrières temporelles du travail. Grosso modo, pour envoyer des termes techniques pour vous répondre, les services du travail ont été déconnectés du travail. Vous pouvez gagner 1 centime d'euro à essayer de décrypter un cliché astronomique. En quelque sorte, le travail n'est plus un contrat à durée déterminée entre un salarié et un entrepreneur, ce n'est jamais qu'une tâche. Et du coup, vous revenez à une forme de tâcheronnage moderne dans une atomisation totale de l'individu face au donneur d'ordre. Et alors, les luttes contre l'ubérisation nous montrent bien qu'à terme, pourvu que les individus puissent communiquer, et par chance, les chauffeurs de taxi le peuvent, alors apparaît la nécessité d'une organisation. Donc voilà et on voit bien que à ce niveau-là, c'est l'argument paulanien, la société civile réagit et demande la codification du travail. Mais dans la première phase, c'est très... Alors, dernier point pour répondre à cette question, dans un vieux papier écrit avec Jean-Louis Beffin, nous avons diagnostiqué les 2 grandes tendances contemporaines, les hautes qualifications ont un pouvoir de monopole tel qu'il peut se déplacer d'une entreprise à l'autre et il quitte quasiment le rapport salarial en négociant le salaire terme à terme. Pour les autres, ceux qui, bien que titulaires d'un doctorat d'économie, commencent leur carrière en étant serveurs à McDonald's, on a au contraire une flexibilisation énorme des services du travail. Donc, l'aspect spontanément inégalitaire est très fort. Seuls des sociétés dans lesquelles la formation initiale est très, très démocratique et la fiscalité très forte, comme le pays scandinave, ont pu lutter contre ceci dynamique. Donc, en quelque sorte, le rapport salarial est la grande variable d'ajustement. Alors, aux États-Unis, c'est quand même très, très, très frappant. La distribution des revenus, les 10% des déciles les moins riches ont non seulement une stagnation, mais une légère régression tout au cours du temps. Donc, ça a un effet de segmentation. Alors, dernier point, ces salariés sont ceux qui votent le moins et sont ceux qui sont les plus aptes à attraper la Covid. Donc, alors, la Covid a révélé des inégalités aux États-Unis extraordinaires dans l'espérance de vie des minorités. Donc, on voit bien ce mécanisme. L'explosion des inégalités aux États-Unis est extraordinaire. Elle est heureusement beaucoup plus limitée dans le cas de la France. C'est pas parfait, mais on a encore des filets de sécurité. Et donc, je dirais que les conséquences sont monumentales. Dernier point, et ça sent rien, mais les techniciens moyens qui remplissaient les formulaires, en quelque sorte qui étaient intermédiaires entre la haute direction et le public, a été remplacé. Le public et l'usager fait le travail administratif à la place des administratifs, ce qui détruit complètement les travaux de la couche moyenne intermédiaire qui essaie d'être contrat. Ils sont complètement squeezés et ceci explique d'une certaine partie la montée du populisme. Grosso modo, ces gens-là se trouvent complètement, progressivement exclus de la dynamique du travail. Donc, les conséquences sont tout à fait... Et la solution, ce ne peut être qu'une pression pour qu'on retrouve l'application du droit du travail
toute subordination salariale, vos contrats de travail. C'est le grand avantage du droit du travail européen. Excusez-moi d'avoir été long, mais les questions sont vitales et fondamentales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Je sais pas si tu veux… Peut-être quelques commentaires supplémentaires. D'abord, cette idée de société civile. Moi, je pense qu'il peut y avoir un élément charnière entre nous et important. Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'il y a cette question de l'objet que sont les entreprises. Et derrière les communs, il y a quand même les ressources à disposition et ce qu'on en fait, les productions. Et c'est une question de société majeure, les entreprises. Pour faire une image, je sors un peu du truc pour être moins aride, mais par exemple, le patronat a réussi une grande chose sur l'écologie. Il a réussi à faire dire aux jeunes, c'est pas moi, c'est vos gouvernants, allez gueuler contre Macron et pas contre moi. Bon, même si effectivement on pourrait gueuler contre Macron pour lui dire qu'il agit sur les entreprises, il y a quand même quelque chose qui est quand même une belle opération. Moi, je pense qu'il y a besoin de prendre en tenaille les entreprises, du dedans et du dehors. Du dehors par leurs travailleurs et du dehors par la société civile. Et il y en a d'autant plus besoin qu'avec les gains de productivité ou les plateformes, etc., le dedans, c'est des gens décisifs, mais qui sont moins nombreux et la société civile a une légitimité considérable. Mais il faut un dedans et un dehors outillé. Outillé, ça veut dire avec des informations. Donc, ce n'est pas d'un dialogue avec l'État, mais c'est comment l'État va appuyer les intervenants dans leur dialogue avec les entreprises, au lieu que l'État appuie les entreprises. C'est-à-dire, le capitalisme monopoliste d'État, c'est l'État qui appuie les entreprises, ou, version progressiste, l'État qui corrige ce que font les entreprises, et même en Chine, qui essaye de mettre le plus possible de social en compensant le financier. Bon, mais on voit bien que c'est chaotique, même si la Chine est sous-développée, donc on ne peut pas comparer avec nous. Bon. Mais au contraire, un État qui vient appuyer les intervenants, travailleurs et citoyens. Et donc, il faut qu'ils soient outillés avec l'information. L'État et les services publics peuvent jouer un rôle considérable, avec des moyens financiers, bien sûr, et avec aussi, en quelque sorte, des institutions. Et moi, je plaide pour des conférences permanentes pour l'emploi, la formation et la transformation productive écologique. Ce pourrait être des institutions. C'est en réalité ce qui se passe des fois quand il y a une difficulté dans un bassin d'emploi, il y a des comités de suivi, il y a ce qu'on veut. C'est qui réunirait et les travailleurs ou leurs représentants et les représentants des habitants, mais aussi le patronat des entreprises, le patronat des banques et les services publics en appui. Et dans ces endroits, on ferait 4 choses. On évaluerait les besoins, donc on rentre dans une forme de planification, mais ascendante. On voit bien, même le patronat dit, c'est pas un gros mot pour moi, planification. Donc, les besoins d'emploi, de formation, de production nouvelle, et les productions, ça vise et des besoins sociaux et des besoins écologiques, parce que le logement, c'est des besoins sociaux, il faut loger les gens, mais écologie, c'est dans le logement, et il y a des besoins proprement écologiques de refonte des productions. Donc, les besoins, s'y prendraient des engagements de production, d'emploi, des financements pourraient être apportés, mais justement des financements qui ne chercheraient pas la rentabilité financière, qui chercheraient un autre but, avec des apports publics, des fonds en levier, comme on avait le FDES autrefois, le Fonds de développement économique et social, en levier sur les banques ou en levier sur un pôle public bancaire. Et quatrièmement, c'est très important, c'est la régulation, entre guillemets, c'est-à-dire elle pourrait être dans un suivi des résultats progressivement au fur et à mesure. Quand on est dans une relation bancaire et de crédit, ce n'est pas comme le marché où je t'ai filé de l'argent et on n'a plus de relation. Ça, c'est le marché financier. Dans une relation bancaire, chaque année, on peut regarder ce qui a été fait et comment. Et même est-ce que si on fait un crédit bonifié pour la création d'emplois, par exemple, je bonifie le crédit à l'investissement si vous développez les emplois, eh bien, on va voir s'ils ont vraiment été développés ou pas et on peut renforcer la bonification ou la remonter. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu, je pense, là-dessus. Moi, j'appelle ça comme ça a été repris politiquement, mais c'est ces idées de conférence permanente. Deuxièmement, sur les communs. Je pense, moi, j'aime parler de biens qui devraient être communs et qui ne le sont pas nécessairement. C'est-à-dire, c'est un enjeu de bataille, un enjeu de transformation. C'est-à-dire qu'il faut leur donner un objectif à ces ressources ou à ces biens. C'est toujours le triangle. Objectif, pouvoir, y compris institutions, y compris services publics pour les biens communs. Objectif, pouvoir, moyens financiers. Il faut des moyens financiers. Donc, je pense que ça… Et alors, si on regarde, on en a parlé, mais il y a les matières premières qui devraient être un bien commun. Il y a l'énergie ou les matières énergétiques, l'alimentation qui doit être un bien commun dans le monde, mais la monnaie aussi,
qui est un bien commun, et donc la question du dollar qui approprie les autres biens communs et qui est approprié par les États-Unis est quand même une grosse question. Mais ça pousse, hein, une monnaie alternative au dollar. Et puis l'information, les connaissances, la science, qui devrait être un bien commun. Troisièmement, sur le travail, il y a des questions, je vois, de Jean-Paul Krief, d'autres, sur l'économie de plateforme. Je pense que, d'abord, il y a effectivement, on sent bien qu'il y a une transformation du travail des deux côtés, qui est jouée par le patronat et qui se fait aussi à l'occasion de la pandémie et qui est récupérée par le patronat parce qu'il y a un certain nombre de monopoles. Les gens, ils ont besoin de travailler pour manger. Et qu'on sent qu'il y a un risque de baisse d'efficacité considérable ou de durcissement du travail de l'autre côté. Et avec des fractures considérables entre les catégories. Moi, je peux télétravailler, d'autres ne peuvent pas. Voilà. Bon. Je pense que l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation comme perspective, et qui inclut bien sûr des contrats, des moyens juridiques, etc., est très importante. C'est quoi? C'est le but, ce serait non pas le chômage ou l'emploi, ça c'est le plein emploi keynésien, on va dire, on n'est pas méchant avec Keynes, mais voilà, en tout cas le plein emploi aujourd'hui, tel qu'on l'appelle, c'est 7% de chômeurs en France, c'est 4 à 5 millions de chômeurs, plus de la précarité, etc. Non, là ce serait chacun ou chacune aurait droit soit à un emploi, soit une formation débouchant sur un meilleur emploi ou sur un autre emploi. Donc, au lieu d'une régulation par le chômage, une régulation par la formation, qui a deux conséquences. L'une, c'est qu'on ne passe pas par le chômage, c'est destruction, et ça permet donc une efficacité nouvelle. Et l'autre, c'est que la formation prendrait le relais de ce qu'était l'investissement autrefois. La formation pourrait tirer la demande de formateurs, la demande de services publics. Donc, on pourrait entrer là-dedans. Et alors, juste une petite image sur ce qui se passe dans les entreprises. Mon ami, collègue et ex-camarade Michel Vol, qui est spécialiste aussi des transformations technologiques, il insiste beaucoup en disant, par exemple, dans les entreprises, la hotline, c'est à la périphérie. Et c'est des boulots déqualifiés. Au contraire, c'est les gens qui sont en relation avec les utilisateurs qui devraient être au cœur de la conception. De même, au lieu de réfléchir à des boulots de chef, il faut au contraire concevoir, il y a des gens qui sont plus des animateurs, des gens qui sont plus des contributeurs. Il n'y a pas de raison que l'animateur soit mieux payé que les contributeurs, et donc il faut raisonner tout autrement. Et donc cette sécurité d'emploi ou de formation peut permettre de raisonner autrement. On peut le faire pas à pas. Des fois, ça peut donner l'impression à certains que c'est comme la flexi-sécurité, mais c'est exactement le contraire en réalité. Ce n'est pas la flexibilité. Voilà un petit peu les trois choses que je voulais dire. Merci Frédéric. Alors Jean-Paul pourra compléter peut-être sur l'aspect télétravail. Je pense que les femmes en particulier auraient beaucoup à dire là-dessus, puisque je pense que leur journée s'est plutôt allongée terriblement en faisant retour à la maison. Des journées qui n'en finissent plus et qui commencent très tôt le matin avec double besogne, comme on dirait à la CGT. Enfin, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de conséquences pour les travailleurs à cette nouvelle organisation avec le changement du temps de travail, etc. et la destruction des collectifs. Alors, on n'a plus de questions, à part Jean-Claude Delaunay qui salue Sandrine Michel. Si. Donc, Dominique Besson, que je salue. Donc, une question, les transformations technologiques n'entraînent-elles pas, d'une part, la disparition de métiers ou d'emplois plus ou moins qualifiés, en créant d'autre part un fossé entre les emplois hyper qualifiés et bien rémunérés et les emplois moins qualifiés et donc moins bien payés? Une question que j'ai déjà répondu tout à l'heure, avec cet article dans le mouvement social aux alentours de janvier 1997, on a montré cet aspect-là très. Alors, si vous voulez, il ne restait plus que 3 types d'emplois, selon un comparatif. C'est le modèle de l'emploi à vie des grands conglomérats japonais qui, au-delà de la crise, reste. Et grosso modo, c'est un échange, formation conjointe des compétences contre stabilité de l'emploi, mais ajustement par les horaires et le salaire des aléas de l'entreprise. Mais voilà, il y a ces 3 éléments. L'intégration, dans le cas avec la voix au chapitre des salariés dans l'organisation,
la production, et puis les deux pôles, les concepteurs, les analystes symboliques, dirait-on, qui eux volent et alors qui ont un pouvoir extrême parce que ils conditionnent l'organisation du travail des autres. C'est une source d'inégalité incroyable. Non seulement ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est eux qui déterminent comment les autres travaillent. Et puis il y a ceux qui sont, même si en sortant de l'université ils avaient les mêmes diplômes que ceux qui les commandent, ils sont obligés d'aller d'un travail à l'autre parce qu'ils sont employés dans des tâches où leurs compétences ne sont pas mobilisées. Et ce qui me paraît impressionnant, c'est aussi la destruction des compétences, y compris qui pourraient être mobilisées par ailleurs. C'est ça qui me paraît le plus inquiétant. Il n'y a plus de mécanisme clairement d'intégration de la compétence à long terme. Grosso modo, prenons l'exemple de la retraite. Les entreprises, le MEDEF serait très content qu'on allonge à 65, mais il faudrait continuer à former les salariés de 45 ans à nos jours. C'est-à-dire, grosso modo, oui, vous voulez Enfin voilà, si c'était le cas, faites attention. Vous devez de façon endogène une politique. Et ça, je crois que c'est pas c'est pas intégré. Quoi. Grosso modo, on veut la flexibilité et reporter sur l'État ou sur d'autres la continuité. Alors dernier point, moi je voulais moi j'ai beaucoup étudié la flexisécurité. Alors c'est vrai que j'ai vécu au Danemark, j'ai cherché au Danemark, donc je connais bien ce pays. C'est vrai que c'est pas un pays marxiste et de gauche, mais c'est un pays extrêmement pragmatique. Et alors, le pragmatisme se traduit par deux choses. Un, les études sont totalement gratuites. La crèche est gratuite, la santé est gratuite, et les étudiants ont une année sabbatique pour parcourir le monde. Et donc, et la sécurité, et la formation débouche sur des métiers effectifs. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pas à la française, on forme et puis vous êtes formé, débrouillez-vous. C'est-à-dire, grosso modo. Et donc, je voudrais t'interroger, Frédéric, qu'ajouter de plus? Alors, je dirais que la grande différence, c'est que je me souviens, beaucoup de candidats aux précédentes élections voulaient copier le modèle de flexibilité. Mais les relations du travail sont tellement asymétriques en France que le patronat, enfin, n'en est pas d'accord. Donc, quand bien même n'aurons-nous qu'une décalcamonie de la flexibilité danoise, je peux vous assurer que les salariés français en seraient bien heureux. C'est pas encore la révolution de la proportion. Dernier point pour te rassurer, Frédéric, quel est, à mon avis, le lieu essentiel d'exercice du pouvoir? C'est pas dans l'État, c'est dans l'entreprise. Et donc, on a développé avec mon collègue, hélas disparu, Michel Fresnay, le fait que le concept de gouvernement d'entreprise, pour bien montrer que dans l'entreprise, il y a du pouvoir. Et c'est vrai que si on précarise le pouvoir dans l'entreprise des salariés, c'est à l'État de compenser, mais toujours imparfaitement, les dégâts du fait que les salariés n'ont pas eu voix au chapitre. Et là, à nouveau, je sais que dans le modèle allemand, tout le monde le regarde, mais dans les grandes entreprises au moins, les salariés ont eu jusqu'à présent une voix au chapitre. Alors, il reste que la voie prépondérante de la cogestion, c'est la voie du capital, mais ça a changé pas mal de choses dans l'anticipation des révolutions technologiques. Et on va voir ce que donne la cogestion allemande dans la conversion de l'industrie allemande à l'électrique. Et j'anticipe qu'elle va se passer un peu mieux que dans le cas de la France, qui au demeurant n'a presque plus d'industrie de montage sur son sol. Donc, vous voyez, donc ces deux modèles allemands et danois de flexicurité, ça serait déjà pas mal que nous arrivions à les acclimater. Et je crois que les relations de pouvoir et les conceptions du patronat sont loin de le permettre. Je dirais que c'est là l'obstacle. Oui, peut-être d'abord sur ce que dit Dominique Besson-Soubou. Il y a toujours des emplois qui sont remplacés par d'autres, la disparition de métiers. Ce sur quoi elle insiste, c'est la fracture considérable sur laquelle Robert a insisté. Moi, je pense que on a une chose, l'emploi n'est de plus en plus considéré que comme un coût à réduire, que comme une marchandise qu'on jette, et on s'aperçoit après coup, et c'est les contradictions auxquelles tu as fait allusion, mais il fallait former. Et on a une contradiction on peut avoir une même contradiction entre le même représentant du MEDEF quand il est représentant du MEDEF et quand il est patron dans son entreprise. Ou quand il siège comme représentant idéologique du MEDEF ou quand il siège dans une commission formation, qualification, prévision des emplois et des compétences. Mais ils ne veulent pas dépenser. Et je pense que ce qui est important, et là il y a un point de convergence important, c'est que ne pas faire ça déprime l'ensemble. C'est ça.
moi, j'insiste beaucoup. On nous fait croire que ça oppose les salariés entre eux et c'est utilisé pour opposer les salariés entre eux. Mais l'essentiel, c'est que ça déprime l'ensemble et que même les salariés qui sont hyper bien formés, comme l'ensemble est déprimé, ils n'ont plus de service public pour leurs enfants, pour eux-mêmes, quand ils vont être vieux, pour leurs enfants à l'école. Et donc, je pense que cette question des services publics est très importante pour unifier toutes les catégories de salariés, du cadre le plus supérieur jusqu'à l'ouvrier le plus subalterne ou agent d'entretien. Alors, formation bidon, moyens sur la formation, c'est vrai. C'est une grosse question. Il y a formation et formation. On a connu beaucoup de formations bidons en France, bien sûr. Et encore récemment, en février-mars dernier, un comité de filière du nucléaire s'est réuni à grands coups de clairon, de trompette, de tout ce que vous voulez, pour le nucléaire, en disant il y a un gros problème dans le nucléaire, on manque de formation, on manque notamment de soudeurs, d'électrotechniciens de vannes, enfin, il y a 5 métiers. Hein, pour rappeler, hein, l'EPR, s'il coûte 13 milliards au lieu de 3 milliards, donc 10 milliards de plus, c'est parce qu'il y avait des fissures dans le béton à cause des sous-traitances en cascade, et c'est parce que les soudeurs il n'y avait pas d'assez de soudeurs formés. Et à grands coups de trompette, on prévoit 50 formations, 50 pour toute la France seulement, 50 formations dans 5 métiers, donc 10 dans chacun, avec 600 € par mois pendant 3 ans, donc au total, quelques 40 000 € au mieux. Et de l'autre côté, 20 000 €, et de l'autre côté, 36 millions pour le capital. Donc même là, sur les petites sommes, 2000 fois plus pour le capital que pour les capacités humaines. Donc il y a vraiment un problème d'inversion, comment dire, les contenus de classe, pour parler traditionnellement, se voient dans les échelles. Il y a une inversion des priorités. Et il y a vraiment besoin de changer les priorités. Alors, Danemark, Allemagne, flexi-sécurité danoise, ils n'en sont plus là. Hein. Ça a beaucoup changé. Ils sont en crise profonde et ils font plus ça. Ils en reviennent. Et d'ailleurs, la moitié est en dehors du système. Mais moi, quand je parlais de flexi-sécurité, je parlais de ce que préconise l'Union européenne, qui est beaucoup, oui, bien sûr, qui est beaucoup de flexibilité et 3 chocolats de sécurité et on vous donnera un truc entre-temps. C'est ça que j'énonce. C'est pour ça que je dis que ça peut se ressembler. C'est-à-dire l'enjeu d'une formation majeure qui devient le cœur. Mais, à mon avis, il y a une question qui est souvent trop implicite. Elle est vue, mais elle est implicite. C'est le volume d'emploi à créer, qui peut faire partie d'une réduction du temps de travail. Mais la question du volume d'emploi et des engagements sur les créations d'emplois. Ce qui renvoie à ce que dit Dominique Besson-Soubou. C'est-à-dire, quels emplois nouveaux il faut créer. Donc, les enjeux de planification sur les emplois, de besoins d'emploi et il y a des paris qu'on va ajuster, c'est très important. Sur l'Allemagne, il y a bien sûr une cogestion et des pouvoirs et travailleurs. Mais moi, souvent, j'ai fait des réunions avec des Allemands. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de réunions avec des travailleurs allemands et des travailleurs français, et chacun peut envier des éléments que l'autre a dans son système. Hein. Bon, c'est bien, c'est la convergence européenne, ça montre les limites de chacun. Voilà. Mais c'est la copollinisation européenne. Chacun pollinise l'autre. Mais il y a la question de pouvoir alternatif sur les investissements. C'est-à-dire, ce que disent les Allemands, c'est dire, nous, on aimerait avoir des pouvoirs soit sur la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, soit sur les investissements, c'est-à-dire les décisions de production nouvelle et d'engagement. Et à mon avis, il faut, et ça reboucle sur ce qu'on dit sur société civile, il faut voir à quel point cette chose-là rend compte les exigences de la société, qui veut savoir quelle technologie on devait développer, dans quel sens, comment, pourquoi. Et donc, à mon avis, c'est vraiment des questions très profondes et qui travaillent, je fais juste allusion à la question de Jean-Claude Denoé sur la Chine, qui travaillent aussi bien la France, les États-Unis, que la Chine. C'est-à-dire, nouveau type de démocratie qui va parler des entreprises. Et les Chinois, ils sont tellement arrivés, ils sont en partie sous-développés, en partie très développés, ils sont tellement arrivés quand même à un niveau de challenge par rapport à l'Occident, au capitalisme occidental, y compris à des éléments de technologie, qu'il va falloir qu'ils inventent des voies maintenant. Et pas seulement prendre et à leur sauce transformer, mais il va falloir inventer des voies de démocratie, de créativité, particulièrement en relation avec les entreprises. Et c'est là où je pense que ce n'est pas seulement l'État doit compenser, mais l'État doit donner des pouvoirs, d'autres moyens d'action sur les entreprises. C'est-à-dire cet enjeu, entrer dans une autre relation de la société avec les entreprises, c'est une question que nous pouvons, parce qu'on est peut-être d'accord, mais on peut donner à voir et à mettre en lumière comme une question majeure. Et Dominique Plion sera peut-être d'accord aussi.
Alors, je vous partage les trois prochaines... oui, les trois prochaines questions. Donc, comment contrôler... Alors, question de Jacques Véron-Bockel. Donc, comment contrôler? Alors, j'imagine que c'est démocratiquement, mais si c'est pas le cas, voilà, Jacques, vous pouvez corriger. Comment contrôler démocratiquement les développements de l'intelligence artificielle et des algorithmes? Donc, première grosse question. Ensuite, une question de Dominique Plion. Donc, je m'interroge sur la notion de capitalisme de plateforme. Donc, première question. Quand on voit la différence entre les géants du numérique états-uniens et chinois. Et deuxième question, comme l'a dit Robert, que ces acteurs ne sont qu'une partie de l'économie. De la question, je m'interroge sur la notion de capitalisme de plateforme, sur le fait que ces acteurs sont une partie de l'économie. Et enfin, troisième remarque et troisième question de Jean-Claude Delaunay. En vérité, j'ai des tas de questions. Je vis en Chine, dans un pays socialiste. Frédéric parle des réorientations nécessaires, dans une société socialiste. L'outil premier de toute orientation réussie est la dictature du prolétariat. Si on laisse de côté ce que cette expression nous suggère de façon émotionnelle, n'est-ce pas une exigence de la conduite de toute révolution informationnelle? Pourquoi ne pas parler du socialisme comme condition de la réussite de la révolution informationnelle? Et donc, je vous passe la parole pour ces fort intéressantes questions. Sur l'intelligence artificielle, moi, ce qui me paraît impressionnant, c'est que même les auteurs eux-mêmes sont surpris par les résultats. Vous savez, on entraîne le logiciel et puis on s'aperçoit qu'il est terriblement raciste. Et les auteurs en sont surpris. Donc, ce qui m'inquiète un peu dans ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de boîte noire tout à fait impressionnant. Et c'est vrai qu'il est assez difficile de le contrôler. Alors, dernier point, ça me rappelle l'aventure des produits dérivés. Vous savez, les meilleurs quants, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens statistiques avaient inventé ces produits. Et vous avez vu que leur groupe français par Merton a failli faire faillite car ils se sont trompés. Donc, ce qui m'inquiète un peu beaucoup, c'est le goût pour les boîtes noires, si vous voulez, dans lequel on dissimule des choix absolument, alors, accorder ou non un crédit à une personne sur une énorme boîte noire, parce qu'on a entraîné le logiciel, mais on ne sait absolument plus ce que sont ces critères. Et là, ça me semble une régression, mais abominable, et une pénalisation sur les choix démocratiques. Sur la réponse de Dominique Plion, moi, je vais vous avouer quel est le modèle du XXIe siècle, et vous allez être surpris. Depuis 1990, je crois que ce sera le modèle anthropogénétique, fondé exactement sur ce que Frédéric a dit, l'éducation, la santé et la culture. Quel est le secteur le plus moteur des États-Unis, qui représente 18% du PIB? C'est pas l'automobile, c'est pas la Silicon Valley, c'est pas l'armement, c'est pas l'immobilier, c'est le secteur culture, éducation, santé. Et si vous regardez bien les conditions du développement, pardon, du non-développement, prenons le cas de l'Amérique latine qui est en sous-développement massif, on n'a pas investi dans l'éducation, l'hétérogénéité salariale et monumentale, les systèmes de santé sont dans le désordre. Donc, si vous voulez, moi je pense que le capitalisme de plateforme voudrait s'emparer de ce modèle. Par exemple, vous savez, les GAFAM ont tellement de moyens qu'ils veulent investir non seulement dans le véhicule autonome, mais aussi dans la santé. C'est-à-dire, grosso modo, leur velléité est de devenir hégémonique. Mais je pense qu'ils n'y arriveront pas et que c'est un autre modèle qui se produira. Alors, dernier point, ce modèle anthropogénétique a la forme américaine. Les riches ont une espérance de vie considérable et tous les avancées médicales sont faites pour prolonger leur vie, alors que les minorités entrent à l'hôpital pour y mourir à un âge très précoce parce qu'ils n'ont pas de couverture. Et vous avez l'autre modèle inclusif à la française, à l'européenne, dans lequel le droit à la santé est universel, bien qu'il y ait des tensions. Et du coup, on a à nouveau un choix politique absolument massif, parce que comme vous l'avez dit, dans la vie, une fois qu'on a 3 téléphones portables, un ordinateur, une voiture, être en bonne santé et un accord avec la société dans laquelle on vit est la chose la plus importante. Alors, dernier point, je vous rappelle un travail de démographe qui s'appelle Wilkinson, il y a déjà 10 ans. Quel est le déterminant le plus essentiel du fait qu'on est en bonne santé et on se sent bien?
vivre dans une société égalitaire. Vous voyez à nouveau l'ampleur des… Attendez, et je plaide depuis 30 ans pour ce modèle-là. À présent, je n'ai convaincu que une dizaine de personnes que c'est le modèle de l'avenir. Et il ouvre à un contrôle des citoyens absolument total, puisqu'on ne va pas laisser l'éducation à des multinationales, à des tutoriels logiciels. Donc voilà ma réponse à Dominique Pillon. Au fond, voilà, j'étudie le capital de plateforme parce qu'il est là, il m'a beaucoup surpris par son dynamisme, je suis rentré en crise, etc. Mais il me semble qu'il y a des tendances plus profondes. Il ne peut prétendre au monopole que s'il se socialise avec une intervention étatique très forte, elle-même pressurée par les citoyens. Voilà ma réponse à Dominique. Donc voilà, on ne peut pas tout dire dans le même exposé. Je peux refaire le même exposé sur voilà, l'avenir du capitalisme. Et c'est plutôt celui-là, mais il est caché. Et le grand problème, c'est que comme on n'a pas conceptualisé ce modèle, on ne le voit pas venir. Donc voilà, et c'est ça la grande difficulté. Et ça rejoint la conception marxiste, les conditions sociales du développement des forces productives. Et on frôle la question du socialisme. Voilà. Donc ça, c'était, si vous voulez, ma réponse à Dominique. Mais ça ouvre un autre exposé que je peux revenir faire bien volontiers. On prend note, Robert. Avec plaisir. Frédéric, si tu veux compléter. Ah, 4 points. Voilà. D'abord sur l'intelligence artificielle. Très pointilliste, mais je pense que y a un premier enjeu, c'est les travailleurs de l'informationnel. Tant qu'ils sont, même avec un emploi, ils sont précarisés parce qu'on peut les mettre au chômage et ils sont dans une relation de subordination. Donc, ils ont un rôle très important parce qu'ils sont très informés, si j'ose dire, sur ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas. Donc, deuxièmement, ça pose quand même un enjeu très profond de société, de formation et de culture dans notre société. Il faut beaucoup de temps pour la formation, beaucoup développer la formation et la connaissance scientifique à tous les âges de la vie, y compris pour pouvoir maîtriser et contrôler, donne un petit peu, mais contrôler les diables ou les démons qu'on a mis dans des bouteilles et qui ne doivent pas en sortir, en quelque sorte. Donc, il y a un énorme enjeu de société sur la formation, très profond. Troisièmement, il y a un problème de conception, effectivement, et là, on revient sur le capital travail, si on veut, de conception de la révolution informationnelle, ou en tout cas des transformations technologiques, dont l'intelligence artificielle est un élément. Si on la conçoit pour remplacer, baisser le coût du travail, remplacer les femmes et les hommes pour les jeter, effectivement, on finit par avoir les folies sur l'algorithme, dit ce qu'il faut. Si au contraire, on conçoit, et il y a des mouvements dans les communs, il y a beaucoup de travailleurs informationnels qui créent des choses alternatives, si on les conçoit pour appuyer, au contraire, la capacité de diagnostic humaine, pour compléter les êtres humains, alors là, c'est tout autre chose. On voit bien que c'est ce qui montre d'ailleurs dans toute la littérature de science-fiction, du robot qui domine l'humain, etc. Et ça montre que ça travaille dans notre société. Hein, il y a même les 3 lois de la robotique de Asimov. Hein. Moi, j'adore Asimov. Tout Asimov. Tout. Mais il y a vraiment une question de… est-ce que c'est… Là, on a une révolution technologique devant nous. Quel sens on lui donne et comment on la prend? Elle peut faire des choses terribles. Terribles. Et donc là, du point de vue marxiste, on a une transformation qui ne fait commencer, à mon avis, qui est bien entamée, mais on n'a pas tout vu, loin de là, profonde des forces productives sociales, elles ne sont pas purement naturelles, elles sont des forces productives sociales, sans avoir une transformation des rapports sociaux de production, de distribution, d'échange et de répartition. Et donc, conflit terrible. Et c'est cette transformation qu'il nous faut faire accoucher avec le moins de souffrance possible. Voilà. Ce qui renvoie au capitalisme de plateforme. Il y a plein de formes de la révolution informationnelle. Le capitalisme de plateforme, c'est vrai que peut-être que la notion, elle disparaîtra d'ici peu de temps, mais on voit bien la dissociation qu'elle pousse et la surexploitation, et on voit bien aussi les deux discours. Et moi, j'essaie de dépasser ces deux discours. Il y a un discours apologétique
macroniens, y compris, comment il s'appelle, j'ai oublié l'économiste très macronien avec qui j'ai débattu à la fête de Lima, Aguillon, Philippe Aguillon, sympathique au demeurant, mais on fait, ça ira, sans orienter la technologie, hyper schumpeterien, bon, donc apologétique. Et puis il y a le discours symétrique, par exemple Cédric Durand ou d'autres, c'est le capitalisme, ça n'a rien changé, c'est forcément l'abomination. Bien sûr, récupérez pas le capitalisme, ça fait ça. Mais c'est comme de voir quand c'était un noble qui maniait les manufactures et qui possédait la manufacture, c'est de ne pas voir le potentiel révolutionnaire de ces manufactures qui allaient nous amener à tout autre chose que la société d'Ancien Régime. Donc on doit réfléchir peut-être comme des accoucheurs, et c'est des gens qui vont accoucher. Troisièmement, la Chine. Je remercie Jean-Claude pour sa présence, et je le salue, Jean-Claude Delaunay. Bon, moi, j'ignore beaucoup de choses sur la Chine, même si j'y vais régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une société extrêmement riche, mais bon, premièrement, comme je l'ai dit, je rappelle, je pense qu'on ne voit pas assez la contradiction intérieure en Chine entre le capital financier, qui est jusqu'à l'intérieur de la Chine avec les multinationales, et puis les volontés de socialisme et de socialisation dans un pays qui était quand même arriéré, sous-développé, etc. On a une immense NEP en Chine, une immense NEP longue et qui, d'un certain point de vue, réussit. NEP, c'était la nouvelle économie politique que Lénine avait instaurée dans les années 20 en URSS, voilà, et que Staline a annulé ensuite. En faisant des lignes pour réhabiliter les entrepreneurs en disant ils vont nous amener des choses. Donc là, c'est les multinationales qui amènent, avec des contradictions énormes et un État qui pense qu'il peut compenser sans cesse. Mais ça devient compliqué parce que, par exemple, la Banque centrale chinoise, est-ce que c'est l'État qui compense ou est-ce que c'est pénétré d'idéologues néoclassiques américains? C'est compliqué. Et donc, la question des entreprises et de ce que font les entreprises devient décisive. C'est pour ça que je parlais d'inventer de nouvelles formes de démocratie. Deuxièmement, sur la Chine, mais j'ai quatre choses à dire. Deuxièmement, sur la Chine, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certains éléments qui peuvent faire penser à ce qu'on avait, nous, à la fin des années 60 en France, c'est-à-dire début de problème d'efficacité du capital, certaines compensations par une internationalisation extérieure et des multinationales chinoises, bon, donc des difficultés, mais pas comme en France, des compensations énormes avec quand même développement des services publics et développement des dépenses humaines et de la technologie. Donc, où on va être, et donc je pense que la question majeure, c'est effectivement les critères. Alors, c'est pas seulement dictature du prolétariat. Bon, Jean-Claude dit dictature du prolétariat, il y a de l'affectif. Il n'y a pas que de l'affectif. Même Engels critiquait la dictature du prolétariat. On ne va pas refaire, Jean-Claude, les débats de 1976 et du 22e congrès du Parti communiste français. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pour dire pouvoir nouveau des travailleurs, des habitants, oui, mais ça ne suffit pas. Il y a la question des critères, parce qu'on peut avoir des pouvoirs aveuglés, entre guillemets. Donc, et donc, il y a un problème de dialogue avec les idées et avec une vision des intellectuels, etc. Et puis, donc, pouvoir nouveau, critères, et des moyens à l'appui de ça. C'est-à-dire pas seulement une démocratie qui cause sans moyens. Donc ça, c'est… Et le monopole des moyens ou les moyens partagés, les moyens financiers en particulier, c'est une grande question. Donc ce triptyque, on retrouve en Chine, mais moi j'en discute avec mes amis chinois. Quand je vais au CAS, au Chinese Academy of Social Sciences, je discute de ces questions-là. Et je me rappelle très bien de l'avant-dernier colloque où je suis allé chez eux, où ils ont conclu en disant finalement on est d'accord avec le camarade français, tout le monde s'appelle camarade là-bas, hein, il y a toutes les nuances dans le Parti communiste chinois en réalité, hein, et les néolibéraux et les Mao et les gens qui vont plus nous ressembler, voilà, pour faire ça. Mais ils disent le camarade français a raison, le problème principal c'est le capital financier. Ça faisait longtemps qu'ils disaient oh, non, bon, pourquoi pas. Je dis oui, mais il est aussi chez vous à l'intérieur avec les multinationales, et comment on fait? Ils disent ah oui, ça c'est une grande question, comment? Donc voilà, même. Quatrièmement, et je conclus, modèle anthropogénétique. Alors, j'ai lu, je n'ai pas voulu faire allusion parce que j'ai lu avec grand intérêt le livre de Robert là-dessus, qui aborde ces questions-là. Je pense qu'il y a des convergences considérables avec l'anthroponomie. Hein, je pense que Robert a lu Paul d'ailleurs, je pense et j'espère, parce que la circulation de la connaissance, il n'y a pas mieux. Mais la question, c'est lever la domination du capital, pas pour le profit. Aux États-Unis, c'est pas ce modèle-là, c'est ce modèle. C'est pour ça que tu dis les contradictions derrière. Soumis au profit, au capital. Donc, nouvelle régulation.
Et autre critère que le capital, c'est très important. Donc, critère, pouvoir, on y revient, je pense, je les ramène à chaque fois, mais parce que je pense que, comment dire, on se cogne dessus. Comme dit Lacan, le réel, c'est quand on se cogne et on se cogne dessus à chaque fois. Merci Frédéric. Alors, il n'y a plus d'autres questions, mais n'hésitez pas, hein, il y en a encore un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Je peux intervenir sur la Chine. Alors, pour moi, il y a longtemps, enfin, j'avais un projet de collaboration qui a été complètement interrompu par le changement d'orientation et la Covid. Trois remarques. La première, c'est que la concurrence de tout contre tous, c'est là la Chine. Toute autorité locale veut devenir le leader mondial de la production des boutons, des cravates, de telle taille, etc. Et ce mécanisme conduit à une suraccumulation typiquement capitaliste. C'est ça qui me paraît impressionnant. Ce modèle est toujours en avance, d'autant plus qu'ayant bridé le pouvoir des salariés, et les salariés, sauf lorsque le système bute sur le plein emploi, n'ont pas une part équitable. Donc, premier élément, c'est ça quand même. Deuxième élément, il me semble que c'est pas les capitalistes présents à Shanghai, le Shenzhen qui gouvernent. C'est une particularité très, très particulière. C'est que les collectivités locales vendent le droit d'usage du sol en fonction à des entrepreneurs immobiliers qui eux-mêmes financent par des effets de levier au crédit. Donc, cette financiarisation extrême, c'est-à-dire il y a longtemps que l'FMI, il y a déjà 5 ans, que l'FMI a averti les Chinois, faites attention, vous avez une financiarisation qui va vous déstabiliser. Mais elle est, à mon avis, toujours récupérable jusqu'à présent par la Banque centrale qui crée des nouveaux instruments, qui socialise les pertes, qui les convertit, les créances en des actifs financiers, des actions, etc. Et donc, c'est pas exactement la même domination financière. C'est le fait que la finance compense des problèmes mal résolus. Troisième remarque, et je m'arrête là, je pense qu'effectivement, le rééquilibrage interne du modèle passe par le développement de services publics. Or, au niveau local, plus de services publics pénalisent la rentabilité des firmes. Or, elles sont déjà soumises à la rentabilité. Et de ce fait, on n'a pas du tout organisé, malgré 14 ans d'efforts, la transition vers un régime de croissance tiré par la société harmonieuse, la prospérité pour tous. Et c'est là, à mon avis, le véritable danger. Il y a une impasse du fait que le Parti communiste a perçu qu'il fallait se désengager de la dépendance du système mondial, mais du fait des rapports de très différents entre niveau local et niveau national, il s'avère incapable de promouvoir. Et du coup, il y a, à mon avis, une crise structurelle rampante. Ce sont les bases qui ont fait le succès de la droite qui sont en crise. Donc, je dirais que virtuellement, il y a une grande crise au sens de la théorie de la régulation qui est en train de mûrir. Mais c'est pas exactement l'assaut par Goldman et Sachs, qui, au demeurant, joue un rôle déstabilisant. Je suis prêt à reconnaître qu'il voudrait mettre de l'huile sur le feu, mais je crois que le problème est typiquement et très interne à la dynamique chinoise. Voilà, c'était pour le goût de la polémique. Alors, est-ce qu'on rouvre la polémique? Il nous reste un petit quart d'heure. Mais... On peut pousser sur Chine, pas pour polémiquer, mais pour mettre de la complexité et des enjeux. C'est quand même plus d'1 milliard d'habitants, c'est quand même une économie majeure, etc. Donc moi, je suis d'accord pour pousser. Bon, Jean-Claude Delaunay qui vit, peut-être qu'il aura son opinion et dira vous vous trompez. Bon. Moi, je pensais pas à Shanghai. J'étais prof associé pendant un mois à Wuhan, que maintenant tout le monde connaît. J'ai plus besoin de présenter Wuhan. Rassurez-vous, c'était il y a 5 ou 6 ans. Bon, voilà. Donc, et là-bas, il y a les bagnoles. Il y a, j'ai visité d'ailleurs Peugeot et PSA, disons, Dongfeng, et comment il s'appelle, Valeo. Bon. Là-bas, il y a eu une grève dont Dominique Barry, qui est d'ailleurs une des responsables de la Fondation Gabriel Péri, a rendu compte quand elle était correspondant limitée. Il y a une grève considérable qui a commencé à Wuhan et qui s'est étendue à l'ensemble du pays dans l'automobile pour obtenir l'application du salaire minimum, du SMIC si on veut, dans l'ensemble du pays. Bon, sachant que les provinces ont une énorme indépendance
les taux de cotisation sociale ne sont pas les mêmes entre les différentes provinces, etc. Enfin, une province, la province de Wuhan, c'est 100 millions d'habitants. Hein. Le Roubaix, c'est comme Roubaix, hein, c'est facile à dire, comme Roubaix-Tourcoing. Le Roubaix, c'est 100 millions d'habitants, donc à côté de la France. Bon. Mais, donc, grève, si je me rappelle, donc, et c'est des syndicats plus ou moins indépendants, puis qui se forment, etc. Et mon collègue qui m'a invité a été spécialiste de ces mouvements, Dominique Barry en a rendu compte aussi. Et ils disent, il faut appliquer le salaire minimum. L'État dit, mais c'est pas nous, c'est les patrons qui l'appliquent pas. Et les syndicalistes disent, oui, mais c'est vous qui avez dit, faites des investissements étrangers, vous n'aurez pas à appliquer les règles. Donc, il y a toute une société civile plus complexe qu'on ne le croit en Chine, à mon avis. Après, effectivement, il y a une conception de l'État pour corriger les excès du marché. Donc, hériter des influences réformistes social-démocrates. Par exemple, le livre de Michel Aglietta, il fait Flores là-bas en Chine. Bon. Même si les Chinois, ils prennent tout. Par exemple, quand ils ont voulu transformer le système de protection sociale, ils ont pris 10 bouquins de 10 pays différents, ils les ont tous traduits, dont le bouquin de Catherine Mills, c'est sur la protection sociale. Et puis, ils font un mélange de 10 systèmes. Mais, en tout cas, il y a l'influence, notamment de Aglietta, sur, c'est pas seulement lui, hein, je veux dire, ça cristallise plutôt une façon de penser, voilà, qui est, on va adopter ce que fait l'Occident, on va faire du marché. Mais c'est plus compliqué, plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que je dis, là, ils sont à la croisée des chemins. Parce que, je prendrai 3 choses. Création monétaire. Quand il y a des difficultés, ils compensent, ils arrêtent. Mais en même temps, ils font beaucoup de création monétaire pour les services publics, ce qu'on ne fait pas chez nous. Et pour l'emploi dans les services publics. Parce qu'ils sont poussés par leur peuple. Donc, il y a quand même ça. Mais en tâtonnant et sans faire les règles, parce que les banquiers centraux sont formés par les écoles américaines. Deuxièmement, ils ont mis en place la Banque de développement asiatique pour contrecarrer le dollar. Et ils ont demandé à nous qu'on fasse un article. Paul Bocara a fait un article diffusé dans une revue interne qui publie à 15 millions de personnes, donc c'est quand même pas mal. Mais sur l'ambivalence, c'est-à-dire il faut mettre des critères là-dedans, mais à partir du moment où vous faites pour votre peuple et les peuples du monde, il y aura forcément un équilibre capital-travail qui ne sera pas le même. Donc, imitation du modèle américain ou faire pour son peuple, il y a quand même des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais effectivement, il y a besoin d'une boussole. Et je conclurai sur le dernier point, c'est-à-dire l'emploi. Effectivement, ils sont partis d'un système il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus, ou 25 ans, avec des grands conglomérats, emploi garanti en vie, etc. Et donc, grand coup de pied dans la fourmilière, avec d'appauvrissement pour certains. On flexibilise, on met du marché du travail. Mais aujourd'hui, la question du dépassement du marché, comme nous disons nous en France, dans le marché, il y a la dimension mobilité des emplois, disparition des activités, mobilité des emplois, mais dans le marché, il y a le négatif, c'est en détruisant les gens, en les mettant au chômage. Bon. Et donc, l'enjeu de mobilité des emplois positive en gardant les gens, c'est posé en Chine. D'autant qu'avec le problème démographique, la situation sur l'emploi va se tendre probablement. Parce que le vieillissement va arriver d'un coup en Chine. Donc, l'emploi était soumis à la rentabilité. La question de la rentabilité, c'est profit rapporté au capital qu'on a mis. La question, au contraire, de l'efficacité, c'est-à-dire toute la valeur ajoutée créée et de la bonne valeur ajoutée écologique, de la valeur ajoutée disponible pour les travailleurs et les populations, et comment ça monter en pratique, les critères écologiques. Comment ça va être systématisé ou pas? Je pense que c'est une grande question. Et donc, la finance est sous contrôle, Jean-Claude, ça dépend ce qu'on veut dire par là. C'est-à-dire sous contrôle en compensation ou sous contrôle avec une autre boussole que simplement limiter le taux de profit. À mon avis, c'est ce sur quoi ils tâtonnent, ils peuvent nous apprendre, nous pouvons apprendre, nous pourrions dialoguer très fort en cherchant là-dessus. Mais j'insiste, ça veut quand même dire de nouvelles institutions, donc ça va ouvrir des questions de démocratie pour rester poli et bien élevé. Et le vieillissement, il est arrivé, mais on n'a pas tout vu, à mon avis, en Chine, Jean-Claude. D'un coup, on va avoir une force de travail qui va être très réduite. C'est ça ce que je veux dire par le vieillissement.
Merci Frédéric. J'ai enquêté avec une collègue sur le traitement du vieillissement, etc. Et j'ai visité des établissements et c'est une véritable tension. J'ai vu d'anciennes professeurs d'université dans des mouroirs dignes des années 50. Alors, moi, j'ai pris conscience que ce problème du vieillissement est un vrai problème dans les zones rurales et qui est très segmentante. Les élites urbaines vont s'en tirer, les milieux ruraux très mal. Et donc, je dirais que ce problème-là s'ajoute aux autres de paupérisation des vieux, malgré la prise de conscience de l'effet social quand cette prise en charge. Donc là, il y a à nouveau une tension. Et comme il faut du temps pour constituer ce capital social, alors, il y a une course-poursuite, quoi. Est-ce qu'on va investir suffisamment tôt pour prévenir tous les troubles sociaux liés au vieillissement? Et je trouve que c'est à nouveau une autre question relativement angoissante pour le cas de la Chine. Oui, mais ils s'y mettent. Hein. Ils dépensent énormément de moyens. Moi, j'ai discuté avec les autorités de Wuhan, je leur ai dit ce problème-là. Ils m'ont dit, tu veux dire le financement? Je dis non. Un enfant à 2 parents. Donc, c'est terrible, un enfant à 2 parents. Ils me disent, on est en train de réfléchir, justement, ruralité-ville, à créer dans des couronnes de villes moyennes, non pas Wuhan, mais dans la province du Hubei, des villes moyennes, énormément d'établissements. Et bon, ça veut dire quand même une certaine impersonnalisation. Mais ils sont en train de traiter le problème massivement et ils vont trouver des choses. Peut-être qu'ils nous donneront des idées à nous. Parce que nous, c'est quand même pas génial. C'est un grand sujet dont on pourra peut-être débattre longuement. Et ça pourra peut-être être un nouveau sujet pour la Fondation. Ce soir, en tout cas, on arrive au terme de notre rencontre, à moins qu'il y ait une dernière question, mais sinon, donc à poser toujours dans le Q&A. Mais sinon, donc il va me rester à remercier nos 2 intervenants, Robert et Frédéric, pour la richesse de vos propos. Merci à vous d'avoir participé à cette visio et pour vos questions. Merci donc pour vos réponses sur ce sujet qui ouvre, je crois, sur d'ambitieux débats qui devront être saisis par le plus grand nombre, je pense, si l'on veut que ces nouvelles technologies, parce que c'est le sujet initial, servent l'intérêt du plus grand nombre. Donc, je pense que nous avons de beaux travaux collectifs devant nous. Donc, il me reste donc à vous dire, vous souhaiter une bonne soirée, à vous dire qu'on peut retrouver les vidéos de toutes les séances précédentes du séminaire du séminaire dans lequel s'inscrit cette rencontre sur le site de la Fondation Gabriel Péri et que la vidéo de ce soir sera bientôt mise en ligne et qu'en attendant, vous pouvez la retrouver et retrouver ses meilleurs moments sur le Facebook de la Fondation. Voilà. Merci et salut à tous. Merci à Robert. Salut à tous. Au revoir. Merci pour votre invitation et bonne chance pour tous les séminaires qui vont suivre.